Bonjour à tous, bienvenue à l'École normale supérieure. On va commencer la conférence ensemble. On a l'honneur aujourd'hui d'accueillir Nicolas Nova. Alors, je vais commencer par vous présenter un petit peu pour les nouveaux le programme Post-Digital avec lequel on travaille aujourd'hui et vous raconter un petit peu ce qu'on va faire en particulier dans cette séance avec l'intervention de Nicolas. Alors, Post-Digital, c'est un séminaire au sein de l'École normale supérieure qui s'est fixé une ambition assez particulière, qui est celle de raconter l'histoire ou les histoires des futurs possibles, en particulier des futurs technologiques. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte ici à l'école qu'à mesure que les promesses technologiques s'accélèrent, notre avenir, lui, est illisible. Et donc, que ce soit en fait au niveau de l'émergence ou de la convergence des technologies, mais surtout en fait au niveau de leurs conséquences sur la société, on avait envie de pouvoir porter un œil, en tout cas de pouvoir s'aventurer en imaginant ces futurs scénarios. Et donc l'idée très simple, c'était de se dire comment est-ce qu'on allait pouvoir croiser les départements scientifiques et littéraires de l'école et au-delà, notamment avec l'ENSAD et les Beaux-Arts, croiser donc ces disciplines pour imaginer un autre département, en quelque sorte, étrange, hybride, ce fameux département d'histoire des futurs, qui imaginerait le monde après le numérique, une fois que le numérique, justement, en tout cas sa révolution, est achevée. On est convaincu que l'effet d'overview dont on a parlé plusieurs fois ici, qui frappe en particulier les astronautes, en fait, lorsqu'ils quittent l'atmosphère et qui regardent en retour un petit peu comme ça après la Terre dans sa fragilité, leur permet de voir aussi sa simplicité et les éléments sur lesquels ils peuvent agir. On est persuadé que l'on peut aujourd'hui construire un mode d'exploration qui n'est pas forcément celui de l'espace mais du temps, toujours en avant, pour essayer de voir parmi les futurs possibles lesquels demain on aurait envie justement de voir construire ensemble. Alors par rapport au futur, justement, on partage ici un sentiment paradoxal, celui qu'il disparaît en se réalisant. Un petit peu comme la révolution numérique, on le disait juste avant, que Negroponte disait en 98 déjà au MIT Lab, la révolution numérique est terminée parce que le numérique est partout. Il s'observe seulement lorsqu'il manque, comme l'air qu'on respire en quelque sorte. Et aujourd'hui, on a un petit peu cette sensation que le futur est toujours plus proche que le passé, en quelque sorte. Voire que dans une époque où tout change, même la direction du temps s'inverserait. C'est ce que développe notamment un philosophe comme Armen Avanesian, qui était invité à Paris-Sorbonne, à l'université Paris-Sorbonne au semestre passé, autour de son concept de speculative time complex, où il analyse comment, aujourd'hui, c'est le futur ou son anticipation qui façonne le présent et non plus le passé. Le temps découlerait, en quelque sorte, du futur, c'est le passage des algorithmes de recommandation aux algorithmes prédictifs. Nous parlons ici plutôt de la distorsion d'un temps linéaire vers un temps irrégulier, à boucle de rupture, un temps plus Lovecraftien, en quelque sorte. Car l'accélération de l'accélération des technologies, la loi de Moore, promettent de transformer le monde à un rythme tel qu'aucune extrapolation du passé vers le futur ne résisterait. Plus de tendance donc, mais des signaux faibles, à tenter d'observer le premier partout, tout le temps. Des elevator pitch d'1 minute qui remplaceraient les business plans à 5 ans, les courbes d'InDesign qui remplacent les angles droits d'Excel et les CFO qui deviennent des Chief Futurist Officers. Le futur n'existe plus, les futurs apparaissent tous ensemble et nous laissent même le choix de les choisir tous, de les faire coexister. L'histoire des futurs prendrait la forme d'une liste à trous, de mots fléchés qui se superposent sans qu'aucune logique n'émerge à ses contemporains. Je me permets là de citer un passage de ton texte Futur, où justement tu listes un certain nombre d'innovations comme ça, dans toute leur hétérogénéité, qui montrent comment, et j'en ai sélectionné quelques-unes, l'afflux d'informations autour de ces innovations aujourd'hui nous prend. Des architectes créant des îles artificielles qui prennent la forme de plantes modifiées génétiquement, des concepteurs de jeux vidéo qui inventent des écrans tactiles pour cochons d'élevage, des policiers à Dubaï qui utilisent les lunettes Google Glass pour identifier plus rapidement les véhicules en infraction, des algorithmes de trading à haute fréquence qui font et défont les fortunes instantanément, des projets industriels de dirigeables extraplanétaires, et ma préférée, la conception de sacs à dos pour vaches servant à collectionner les émanations de méthane provenant de leur flatulence. Liste à la Prévert, donc, qui dit bien l'afflux d'informations qui mettent à niveau à la fois l'anecdote et l'innovation de rupture, le gadget, l'innovation radicale, la réalisation de la science-fiction à laquelle on pourrait ajouter des tests de voitures volantes d'Airbus en fin d'année, le tricorder de Star Trek que la fondation X-Prize a mené à bien pour être réalisé dans le cadre d'une compétition.
Paradoxe d'un futur qui, tout en réalisant nos fictions passées, déçoit souvent aussi, car quand le futur est déjà présent, que se passe-t-il ensuite? Une sorte de présent éternel, peut-être, au risque d'être immobile. Comme si nous avions atteint notre cible en avance, nous nous asseyons, en quelque sorte, enfin couronnés, et ne fixons pas l'objectif d'après. Et considérons cette vie non comme une course de relais infinie, mais comme un 100 mètres glorieux, sous les 9 secondes, les bras tendus au ciel, les genoux à terre, mais souriants. Le risque qu'identifient certains économistes comme Robert Gordon ou certains auteurs de science-fiction comme David Byrne, c'est la paresse. De ne pas utiliser ce pouvoir technologique pour faire justement de grandes choses, pour adresser des défis mondiaux que nous pouvons enfin identifier. La paresse qui peut définir la marche de nos sociétés et qui peut redéfinir la marche de nos sociétés et l'idée même de progrès. Pour exemple, le coup d'arrêt de la conquête spatiale a pour toute une génération le goût acide de Fondation d'Asimov qui, par la fiction, nous rappelle que rien, surtout pas le progrès, n'est inéluctable. Une panne des imaginaires, un thème qui t'est cher, qui ouvrirait l'ère peut-être de techno-gadgets, celle d'une omnipotence gâchée par le rêve confortable, allez, médiocre, d'une humanité immobile mais qui va vite, dehors en Segway, chez elle sur Mars, mais depuis son canapé et son casque HTC. Étrange donc, quand tout devient possible et que les chemins se multiplient, de s'observer ainsi immobile, par peur peut-être de se tromper, d'errer plutôt que d'explorer. L'arbre des possibles rappelle alors celui d'Éden, là où, pour Kierkegaard, le véritable mal est né avec l'apparition du choix. Tu ne mangeras pas de ce fruit, c'est l'irruption de la négative qui ouvre la possibilité du scénario pour la première fois, d'une première ramification. S'ensuit pour Kierkegaard et sa philosophie le vertige, l'angoisse, le désespoir et l'abandon à Dieu, le seul qui ne peut pas se tromper. À notre génération, l'arbre des choix, nos scénarios à chaque instant peuvent prendre tant de voies, si bien que la tentation de l'abandon à de nouveaux dieux émerge. Et plutôt que de s'écorcher sur les sillons spéculatifs des signaux faibles, des plateformes d'intelligence artificielle comme Tilofy promettent ni plus ni moins que de prévenir l'avenir, de le prédire. L'avenir le seul en étant capable en fait d'automatiser les process d'horizon scanning qui étaient à l'origine des techniques employées par les économistes et les futurologues. Cette plateforme Tilofy qui dit tout simplement, se présentant en quelque sorte comme une Irma à la boule de cristal digitalisée, quel trend va être véritablement capable de changer le monde. Non loin d'eux, on voit aussi, d'ailleurs c'est intéressant, la puissance un peu autoréalisatrice de ces nouvelles prophéties qui leur donnera sans doute ex post raison, donnant un petit peu aussi l'impression d'une boucle du futur respectée. On voit non loin d'eux Vicarius, un autre projet, en Californie toujours, qui pallierait le mal d'imaginaire humain par des algorithmes d'imagination artificielle qui sont capables de conférer la capacité tout simplement de projection, de production de scénarios à des machines. Et hors de cette fascination technologique, il y a sans doute, nous le pensons ici, la nécessité, voire l'urgence de repositionner l'imaginaire humain, de l'accélérer, de l'augmenter peut-être, pour lui confier les rênes des orientations technologiques à venir. Car si la puissance prospectiviste de la science-fiction déçoit désormais, c'est sans doute qu'il faut en venir à un autre genre, sinon d'anticipation, du moins de littérature. C'est un point qu'a très bien développé ici, il y a plus de 10 ans maintenant, le philosophe français Quentin Meillassoux, en distinguant la science-fiction des fictions hors science, un genre qui ne résisterait pas justement à l'appréhension par la science. Un genre qui permettrait d'ouvrir les possibles bien au-delà du carcan scientifique qui finalement ne fait toujours qu'augmenter et améliorer ses propres préceptes. C'est dans ce schéma un petit peu plus borgésien justement qui cherche à mélanger science-fiction, fiction, réalité et mensonge que nous essayons ici d'imaginer des futurs possibles. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons défini avec Paris Sciences Lettres un prix, le prix post-digital PSL pour les mondes préférables, pour essayer de définir quelles pourraient être les utopies martiennes de futurs proches à venir. Au croisement des différents spécialistes de Paris Sciences Lettres, justement, nous avons voulu définir de nouveaux champs d'exploration à partir de cette thématique. L'utopie martienne, c'est-à-dire pas la ville connectée, mais la cité idéale. Pas le souterrain martien, mais la vie heureuse sur une nouvelle page, blanche ou rouge. Passer par un certain futur plus proche que prévu est pour nous un moyen de mieux définir nos attentes quant à ces visions, spatiales ou temporelles, et aussi un détour nécessaire au décloisonnement de notre imagination pour accélérer de nouveaux futurs et, en imaginant des problèmes ailleurs,
les résoudre ici. Un exemple qu'on donnait la dernière fois est notamment une thématique liée à l'eau, puisque nous avons développé donc, avec du coup, un collectif, Xtopia, un sujet autour de l'accès à l'eau depuis Mars pour les régions arides, désertes, sur Terre. Parce que finalement, s'imposer des contraintes plus complexes dans le champ de l'innovation, comme la surface aride de Mars, peut être le vecteur d'innovation fondamentale sur Terre, et notamment par des procédés donc, de tout simplement faire pousser de l'eau. Un sujet que j'adorerais qu'on développe un petit peu plus tard. Production d'utopie, donc, c'est effectivement une thématique qui nous est chère avec ce collectif Xtopia, pour lequel on a rassemblé des chercheurs qui viennent de la NASA, mais des studios de Ridley Scott aussi, beaucoup d'anciens de cette école, et avec la ferme intention de justement redéfinir à quoi pourraient ressembler demain nos utopies, puisqu'aujourd'hui on a le sentiment, et que peut-être notre prospective n'irait chercher que de la dystopie, en tout cas des futurs finalement tristes et malheureux. Notre génération, c'est aussi celle qui découvre Black Mirror, la série anglaise de Charlie Brooker, et qui, dans sa dernière saison, nous a fait découvrir un réseau social qui ressemble terriblement à Uber, où nous arriverions finalement à nous noter les uns les autres en permanence, ou dans un autre épisode, épisode 6, une lentille à destination de l'armée américaine qui leur permettrait tout simplement de déformer les ennemis. Encore une fois, très intéressant, cette question de la déformation de la réalité, pour finalement les déculpabiliser, ou en tout cas leur donner peut-être encore plus envie de les abattre. Une partie justement donc, de cette thématique, du prix dont on parlait, Post Digital, relève donc du design fiction, dont tu es, Nicolas, l'un des principaux acteurs sur cette terre, en tout cas. Je pense que si, aussi sur Mars. Tu opères donc dans un intervalle entre le réel et la fiction, en produisant notamment des objets tangibles dans des contextes qui ne le sont pas. Tu participes de ce renouvellement fondamental d'un genre science-fiction qui me paraît épuisé, en racontant des histoires dans le réel, à défaut d'être réel. Tu permets, avec le glissement de la narration, de réduire l'espace entre l'imaginaire et le réel, disons sa possibilité. C'est là, je crois, le meilleur moyen de nous en libérer. Là où nous lisions des fictions qui ouvraient différentes interprétations visuelles, là où nous regardions des films de science-fiction qui marquaient des objectifs précis, assez clairs d'ailleurs, la réalisation dans le champ, cette fois véritablement quasiment socio-économique. Je citais une fois l'exemple de Martin Cooper qui, en 1973, avait pointé du doigt dans un épisode de Star Trek le communicateur du Captain Kirk en disant chez Motorola, c'est ça qu'on veut produire et non plus une radio portable. Donc ce glissement finalement vers la possibilité d'une image qui rentre dans le réel va, à mon sens, à son terme, ou en tout cas encore plus loin avec tes travaux, puisque tu sembles brouiller cette frontière, en tout cas en produisant du futur aujourd'hui. On lisait, on regardait la fiction, avec tes travaux, on la vit en quelque sorte. En nous collant à une réalité possible, tu nous permets donc de prendre du recul, comme avec le catalogue IKEA, par exemple, que tu as produit avec le Near Future Lab, un catalogue en fait du futur, un catalogue IKEA du futur d'objets connectés où tu présentes justement un futur possible à venir dont on pourrait, avec tous ces objets, à la fois augmenter une vie quotidienne, mais certainement aussi en montrer les défaillances, en tout cas les problèmes. Tu écris que, par exemple, avec ce projet, c'est le moyen d'engager la conversation sur des futurs que l'on préférerait voir advenir, même si cela nécessite de présenter des futurs proches, mais qui font peur. Un passage imaginaire par les futurs pour notre présent qui, enfin, nous orienterait, du moins nous préviendrait de conséquences possibles. Parce que le design que tu défends n'est pas celui de l'objet, mais de ses conséquences, de l'interaction avec l'homme. Il ne s'agira pas seulement d'imaginer des solutions à des problèmes existants, mais parfois d'imaginer des problèmes à venir pour les tuer avant qu'ils n'arrivent. End the war before it begins, comme dirait le professeur X dans X-Men. On ne pouvait pas rêver mieux donc aujourd'hui que de t'accueillir dans la lignée justement des différentes thématiques que l'on a souhaité aborder cette année. Donc merci infiniment de nous avoir rejoints. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es donc Nicolas Nova, chercheur, commissaire d'exposition, enseignant à la Aide à Genève, où tu abordes notamment l'ethnographie, l'histoire des cultures numériques et la recherche en design. Tu es le cofondateur du Near Future Lab, une agence de recherche et de prospective, des conférences LIFT et contributeur régulier de la revue Fiction, titulaire de doctorat en interaction homme-machine à l'EPFL
et tu es chercheur invité également à Art Center à Pasadena. Donc c'est un honneur pour nous de t'avoir aujourd'hui et de discuter ensemble donc, de toutes ces thématiques. On va donc avoir l'honneur de t'écouter et ensuite on pourra aborder tous ensemble une session un petit peu de débat. Voilà, on va garder une demi-heure, 3/4 d'heure pour ça, donc n'hésitez pas à préparer toutes les questions que vous jugerez utiles. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Alexandre de cette élogieuse introduction. J'ai prévu, j'ai un petit peu modifié mes intentions de ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui par rapport au titre et au résumé. Il a d'ailleurs évolué sur ce slide, avec une espèce de retour sur mes intérêts antérieurs, hein, sur la question du futur, des imaginaires, en particulier ceux qui sont liés à la science-fiction, pour aller vers cette question de la panne, de cette espèce de présentisme, hein, sur lequel je reviendrai en termes de définition, pour montrer comment le design, les designers, en partie avec la question du design qu'on qualifie de spéculatif, essaye de jouer un rôle dans ce renouvellement, dans cette réouverture en fait, des futurs possibles, pour ensuite conclure sur ses limites, et puis sur justement le rôle que pourraient jouer les sciences sociales, en particulier l'anthropologie, pour avoir une réflexion qui ne soit pas juste technocentrée, mais qui parte en fait, d'enjeux humains sur cette nécessité qu'il y a à réouvrir une forme de créativité pour penser demain, penser l'avenir. Pour commencer, il y a un point sur lequel je pense qu'Alexandre l'a déjà mentionné, c'est celui d'une espèce pas d'une fin du futur, mais d'une forme de récurrence ou de sentiment d'être un peu emprisonné en fait, dans un certain nombre de représentations de ce que demain pourrait être, hein, en particulier par rapport à des objets techniques hein, qui sont récurrents, hein, qu'on voit revenir au cours des siècles passés, on pourrait dire, et particulièrement le XXe. Alors moi, je me suis intéressé à cette question hein, il y a un moment déjà par rapport à des choses assez pragmatiques, en fait, hein, dans un ouvrage qui s'intéressait aux échecs, hein, aux échecs technologiques, particulièrement des échecs récurrents, hein, ces objets technologiques dont, si vous regardez chaque année, lorsqu'il y a le CES de Las Vegas, hein, cette espèce de salon technologique, vous voyez chaque année qu'il y a des objets qui reviennent hein, particulièrement. Hein, l'un de mes préférés, c'est tous ces frigos qui sont connectés, ces réfrigérateurs dits intelligents. Hein, ça, c'était, je crois, l'année dernière, avec ou non, il y a 3 ans, cette possibilité d'avoir un accès à Evernote, hein, ce programme de prise de notes sur votre frigo. Et puis, chaque année, vous pouvez mi-janvier ou début janvier, regarder ce qui sort à ce salon à Las Vegas, où toutes les startups du monde viennent présenter leurs projets. Puis c'est sûr qu'il y aura à 50 peut-être projets de frigo connectés. Et ces projets et qui sont souvent des échecs commerciaux, hein, en l'occurrence celui-là était un échec commercial comme beaucoup d'autres, m'interrogeaient en fait sur ces espèces de persistance d'un espèce d'idéal technique qui perdure, mais qui en fait n'advient jamais. Hein. Pour ceux qui étaient là ou qui s'intéressaient au web à la fin des années 90 ou au début des années 2000, il y a eu cet imaginaire du web en 3D hein, qui était fascinant. Hein. Je vous en montre juste un exemple ici et qui fait partie de ces espèces d'éléments marquants en fait, de la 3D qu'aujourd'hui hein, qu'on pourrait retrouver sous la forme des tentatives de mener à bien des projets de réalité virtuelle qui nourrissaient en fait les représentations sur un futur possible. Dans le monde du transport, j'ai choisi les Simpsons parce qu'il y a un épisode fabuleux de ce dessin animé sur le monorail, hein, qui est aussi un de ces espèces de représentations de la technologie du futur et des futurs possibles. D'ailleurs, il y a Monsieur Spock qui vient présenter les avantages du monorail avec Homer qui le pilote. Mais voilà, c'est 3 exemples parmi plein d'autres d'objets techniques qui reviennent comme ça au cours du XXe et aussi au cours du XXIe siècle comme des futurs technologiques possibles, des représentations qui cristallisent hein, cette projection vers demain et qui, mon rôle n'est pas forcément
forcément de les critiquer et de dire qu'on ne peut pas faire un monorail. Il y en a depuis une centaine d'années, hein, des monorails. Et puis je crois que dans le projet du Grand Paris, il y a l'idée d'avoir un monorail également. Je ne sais pas si ça a été conservé. Bon, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est plutôt de montrer qu'il y a ces espèces de grandes visions qui cristallisent, en fait, qui sont des espèces de points de convergence de ces imaginaires, hein, par rapport à demain, très technocentrés, et qui nous montrent en fait le lien étroit, hein, sur lequel je me suis intéressé ensuite, que l'on peut voir entre des formes de représentation de demain, hein, en particulier dans la fiction, et des objets techniques présents aujourd'hui. Là, vous avez un diagramme en fait adapté d'un article de chercheurs qui s'intéressent aux nouvelles interfaces, aux interfaces technologiques, hein, les moyens de contrôler les machines, et qui regardait le lien au cours de l'évolution des interfaces technologiques qu'il y avait entre la fiction, la production fictionnelle d'un côté, et ces interfaces. Et on pourrait étendre ça, hein, comme je le fais ici, à d'autres objets techniques. Hein. Je me suis servi de ça comme espèce de cadre de travail pour une exposition à la Cité du Design à Saint-Étienne l'année dernière, pour montrer les liens, en fait, des espèces d'interrelations, d'échanges qui sont courants entre le monde de la création d'innovations technologiques et celui de la production fictionnelle, que l'on peut distinguer en mettant chacun d'un côté et chacun de l'autre, mais qui en fait est toujours très relié. Hein. Si vous regardez des fictions qui montrent une technologie existante, hein, vous avez 2001, l'Odyssée de l'espace, dans lequel il y a des visiophones, hein, des téléphones qui permettent de communiquer avec la vidéo. C'était Kubrick met en scène des projets de AT&T de l'époque, hein, des années 60. Des objets techniques qui vont inspirer une fiction. On en trouve toutes sortes, hein, à tel point que beaucoup de scientifiques travaillent comme consultants à Hollywood pour aider à montrer la vraisemblance de certaines technologies dans le domaine fictionnel. Des fictions qui inspirent un nouvel objet technique. Hein, c'est l'exemple de Martin Cooper, ingénieur chez Motorola, qui voit dans un des communicateurs de Star Trek une représentation possible pour matérialiser ce que serait que la technologie mobile. Et puis vous avez aussi l'idée que des réalisateurs et des concepteurs, des designers, des ingénieurs peuvent travailler ensemble pour produire des objets techniques. Hein. C'est le cas par exemple typiquement dans le film de Minority Report, dans lequel vous voyez ce mur interactif qui est finalement une demande de la part de Steven Spielberg, qui demande à son attaché de production, Greg Lynn, qui est un architecte canadien, de matérialiser de scénographier des futurs possibles, et qui va commanditer ensuite, hein, une équipe à l'époque du MIT Media Lab pour créer un dispositif interactif, hein, qui existait, qui existait dans le sens où il était physiquement un prototype, et qui est ensuite commercialisé par une société qui s'appelle maintenant Oblong Technology à Los Angeles. Donc dans cette espèce d'entrelac en fait, de mélange de représentation, d'imaginaire et puis de technique, on voit bien que fiction et puis réalité tangible sont finalement très proches. Ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est de voir que à travers ces productions fictionnelles, inspirées ou non de ce qui se passe dans des laboratoires de recherche, ça produit une espèce d'effet d'attente, en fait. Cette espèce de bagage, d'ensemble de représentations que nous, le grand public, on a en tête quand on voit ces représentations, en particulier dans les films de science-fiction. Ça crée une espèce d'effet d'attente, hein, de dire, mais voilà, ça c'est une espèce d'horizon possible, une espèce de promesse, ça va arriver, et qui crée du coup un certain intérêt forcément dans différentes sphères de la société, hein, qu'il s'agisse d'ingénieurs, de designers, d'agents de marketing, qui se disent, ben voilà, il faut si c'est ça un futur possible et intéressant et potentiellement souhaitable, il faut le faire advenir. Alors on en a des exemples depuis très longtemps. Hein. Là je vous montre une gravure d'Albert Robida, hein, à la fin du 19e siècle, hein, qui représentait la sortie de l'opéra, hein, en l'an 2000, hein, d'après lui, autour des années 1800-1890, dans lequel l'espèce de voiture volante serait une espèce de futur, de voie possible et de situation sociale possible. Et évidemment, même s'il y a des technologies de voitures volantes qui existent, hein, pratiquement, il y a des prototypes, hein, il y a des brevets, ça fonctionne techniquement,
on dirait que ça ne court pas les rues, enfin, ça ne vole pas dans les rues. Et le point justement qui m'intéresse ici, c'est pas de se dire mais techniquement ça ne va pas advenir, c'est déjà advenu d'ailleurs. Hein. On pourrait presque se dire que tout ça c'est une espèce de vision du futur du passé, hein, la voiture volante. Ce qui m'intéresse plus, c'est ces remarques. Comme on voit ici. Hein. Ici, vous avez Peter Thiel, un des fondateurs de... Avant l'élection de Trump, on parlait plutôt de Peter Thiel comme quelqu'un qui investissait dans PayPal. Maintenant, on dirait que c'est un soutien de Trump, qui fait parler de lui sur d'autres choses. Mais c'est pas grave. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que dans des citations de certains acteurs du monde des technologies, hein, des investisseurs, des ingénieurs et parfois des designers, il y a ce sentiment, cette déception, en fait, que l'horizon d'attente, hein, l'espèce d'attente de par exemple, la voiture volante n'est pas nécessairement advenue en termes de pratiques sociales généralisées. Il en existe, mais bon, c'est pas... Il n'y a pas grand monde qui est déjà monté dans une voiture volante, et puis on n'en voit pas dans les rues. Et donc lui exprime cette déception de cette manière. Hein. On voulait des voitures volantes, on a eu Twitter, quoi, c'est ça qui veut dire, qui est pour lui une espèce de déception. Vous avez dans les cultures populaires toutes sortes de littérature hein, de ce genre. Hein. Là, vous avez ce livre, je crois, qui a été traduit en français, où est passé mon jetpack. Hein. Jetpack, c'est cette espèce de sac à dos avec des propulseurs qui vous permettraient de vous déplacer dans le ciel. Et du coup, il y a toute on pourrait dire, une espèce de culture des représentations de ces objets techniques à la fois présents dans les représentations, la fiction, les imaginaires et dans certains laboratoires de recherche qui existent, mais toujours sous une forme d'espèce d'horizon d'attente qui est sans cesse repoussée et qui ne s'est pas diffusée largement dans la société. Ça, c'était un point justement qui m'intéressait dans le livre, dont tu as tiré l'extrait Futur, et qui, pour moi, pose question, parce que souvent, le modèle de la représentation du futur qu'il y a derrière est souvent une espèce de caricature, hein, que je représente ici sur cette espèce de diagramme qui est aussi une caricature qui n'existe pas, mais qui montre en fait une espèce d'attente d'un futur dans lequel les objets techniques vont toujours être plus gros. Alors là, vous pourrez prendre, je sais pas, les écrans de télévision, mieux, plus petits, les composants électroniques. À une époque, d'ailleurs, les téléphones mobiles étaient de plus en plus petits, puis ensuite, c'est reparti dans l'autre sens. Les choses vont plus vite. Enfin, il y a toujours une espèce d'horizon d'attente qui va comme ça vers du plus de... Hein, avec souvent une espèce de logique de croissance hein, assez forte, et qui montre une espèce d'illusion hein, qu'on retrouve, classiquement, on peut retrouver ça, si vous relisez des textes anciens d'un philosophe comme Bergson, par exemple, ou Jankélévitch, par exemple, il y a cette idée du mirage du futur antérieur, en fait, hein, le fait de croire que les trajectoires à venir sont déterminées parce qu'elles sont devenues possibles avant en fait, et qu'on n'a qu'à tirer un trait et puis voilà, ça va se passer comme ça. Et du coup, moi, ça m'interroge hein, comme observateur de ces objets techniques. Hein. Une partie de mon travail s'intéresse à comprendre comment les objets techniques sont appropriés, se diffusent ou non dans la société, sont détournés, transformés, et le fait de croire à une espèce de croissance comme ça, soit linéaire, soit comme représenté ici, me pose évidemment question. Et on peut la lire, en fait, cette espèce ce décalage qu'il y a entre des imaginaires possibles et puis la réalité très tangible des pratiques, la diffusion ou la non-diffusion des objets techniques. On peut voir ça hein, comme on pourrait dire une économie de la promesse. Hein. Des collègues à l'Université de Lausanne qui ont dernièrement sorti un livre sur les promesses technologiques, hein, Marc Odetta et ses collègues, qui font une espèce de synthèse hein, de toute cette terminologie, de ces notions et de ces enjeux qui finalement nous aident à travers les sciences sociales à lire, à percevoir, à comprendre ce que j'ai expliqué auparavant. Hein, le fait qu'il y a un ensemble de croyances partagées, Armand Achtuel utilise ce terme, d'appareils rhétoriques, d'utiliser ces espèces de grandes figures de la technique, des représentations très cadrées, un mythe mobilisateur, autre terme qu'utilise aussi Armand Achtuel, qui sont intéressants dans le sens où ils nous expliquent que ces espèces de promesses de futurs possibles, particulièrement technologiques, existent, parce qu'elles sont partagées par un certain nombre de personnes, parce qu'elles servent aussi à une rhétorique de conviction,
hein. Le fait de dire, mais la robotique, humanoïde, la voiture volante, on l'a vu dans la science-fiction, ça va devenir sous cette forme-là, c'est une manière de faciliter la compréhension, l'appropriation de ces idées, de mythes mobilisateurs. Hein, pour m'être penché sur ces questions d'imaginaire technologique dans les laboratoires de recherche, il est fascinant de voir comment ces mythes deviennent des évidences, en fait. Hein, et par le fait de se dire, mais ça existe, on l'a vu dans la fiction qui elle-même est inspirée de certains brevets ou certaines technologies, on va les faire advenir. Et c'est tout à fait dans les pratiques de procéder de cette manière, puisque ça mobilise l'équipe en se disant, voilà, on va faire ce qui existait dans la fiction, hein, comme le cas de Martin Cooper tout à l'heure, mais on pourrait en citer évidemment plein d'autres. Hein, si vous prenez, je ne sais pas, les interfaces gestuelles, hein, les projets, à l'époque par exemple de la sortie de la Nintendo Wii, ou de technologies de ce genre, ou de même quelques années plus tard, hein, de Leapmotion, qui est une autre société américaine qui produit des interfaces gestuelles, des références à The Minority Report étaient convoquées de manière très, très régulière. Et là, je suis moins à critiquer le fait de se focaliser là-dessus que sur le fait que finalement ces horizons d'attente, ils sont un peu fermés en fait, parce qu'il y a sûrement même d'autres possibilités que celles qui font partie de ces croyances partagées et qui sont peut-être un peu plus minoritaires, un peu moins représentées, un peu moins discutées, un peu moins mobilisées dans l'inventaire que tu faisais du... J'avais plus en tête toute cette liste, et le dernier exemple était fascinant, mais c'est un des propos du livre justement Futur, c'était de dire, mais il y a des imaginaires qui sont très présents, ces mythes, hein, qui proviennent de la science-fiction, mais il y en a certainement plein d'autres et il ne faudrait pas les oublier, les laisser de côté, parce que sinon, ça ferme finalement l'espace des possibilités. Et devant toutes sortes de défis que le monde a abordés actuellement, hein, d'un point de vue politique, sociétal, écologique, on ne peut pas s'arrêter juste au nombre d'imaginaires restreints, et particulièrement aux objets techniques que peuvent être ces croyances partagées. À tel point que moi, je lis ça même par rapport à d'autres moments en fait, de l'histoire. Hein. Là, vous avez une représentation d'un culte des cargos. Hein. Vous avez des tribus mélanésiennes qui, après la Seconde Guerre mondiale, se sont mis à créer des espèces d'objets en bois, hein, de ce genre. Je ne sais pas si vous avez l'histoire en tête, mais au moment de enfin, juste avant, pendant la Seconde Guerre mondiale, ces peuples qui vivaient là-bas avaient l'habitude de recevoir du ciel de la nourriture, des vêtements qui tombaient à chaque fois que des avions américains leur parachutaient ces choses-là. Et pour eux, c'était une espèce de dieu du cargo qui faisait tomber du ciel un espèce de don inespéré et qui... que lorsque la guerre était terminée, il n'y avait plus ces avions, il n'y avait plus ces choses-là. Et du coup, on commençait à construire des espèces de représentations de ces avions, de téléphones mobiles, d'antennes radio, en ayant l'espoir que ça ferait revenir les cargos et puis les biens matériels qui s'étaient appropriés et qui étaient devenus nécessaires pour eux d'avoir. Alors pourquoi je parle de ça ici? C'est que parfois dans la manière dont ces croyances partagées, ces espèces de mythes mobilisateurs que sont les différents objets techniques qui sont très présents dans la science-fiction, ça donne parfois un peu l'impression d'un culte des cargos. Ce terme est utilisé par toute une série de chercheurs, en particulier en robotique, hein, je pense notamment à Lars-Erik Holmqvist, qui est un chercheur scandinave, hein, je crois qu'il travaille maintenant chez Yahoo, et qui, pour lui, après avoir travaillé 10 ans dans la robotique, en tant qu'informaticien et roboticien, pour lui, les robots humanoïdes, c'était ça, c'était d'attendre, de créer une espèce de représentation en essayant d'attendre qu'il y ait un usage qui apparaisse. Et on a eu tellement marre qu'il a écrit toute une série d'articles de ce genre qui sont assez forts pour quelqu'un qui vient d'informatique et de la robotique, qui remet en question en fait ces espèces de représentations que les imaginaires véhiculent du robot, et particulièrement du robot humanoïde, alors que lui, dans la suite de ce qu'il a fait ensuite, c'est de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver des contre-propositions, d'autres formes qui seraient plus intéressantes et plus en phase en fait, avec des usages, des besoins, des enjeux, des contextes. Et ça, c'est typiquement le point qui m'intéresse ici, c'est comment malgré le très fort potentiel rhétorique de certaines représentations imaginaires
véhiculé dans les grandes œuvres de la science-fiction, parce qu'il y a toutes sortes de petites productions qui sont peut-être plus curieuses. Comment est-ce qu'on va retrouver là-dedans des formes intéressantes qui permettent de réouvrir les imaginaires, qui permettent de réouvrir l'espace des possibles, parce que on a un problème justement sur notre rapport au temps et à cette projection à demain, hein, avec cette notion de présentisme que Alexandre, que tu introduisais tout à l'heure, hein, le sentiment d'être dans une espèce de temps présent un peu permanent et d'avoir beaucoup de mal à se projeter demain. Et ça, ce sentiment-là, ce n'est pas juste nous sur cette estrade qui le mentionnons. Il y a toute une réflexion depuis je dirais, une trentaine, quarantaine d'années dans les sciences sociales qui s'intéresse à comprendre les raisons, les sous-bassements, les enjeux de ce présentisme. Vous avez par exemple Marc Augé, qui est un célèbre anthropologue français, qui avait écrit cet ouvrage, hein, Où est passé l'avenir, dans lequel une des raisons, lui, qui l'intéresse, et que tu as évoqué tout à l'heure, Alexandre, c'est le fait que l'histoire a rattrapé la science. Hein. Comme il nous le dit, la science est entrée dans l'histoire, non pas simplement au sens où les conséquences, il y a une faute d'orthographe, pardon, des sciences, ces applications peuvent poser des problèmes éthiques, mais au sens où les objets de la spéculation scientifique sont devenus des objets historiques. La conquête de l'espace ou l'exploration du vivant font maintenant partie de l'état des lieux. C'est pour ça que tout à l'heure je disais la voiture volante, c'est presque finalement un imaginaire du passé, parce qu'il y a des projets de voitures volantes qui fonctionnent, des prototypes, dès les années 30-40. Donc voilà, une des raisons qui est mentionnée pour cette espèce de présentisme, c'est le fait qu'avec l'avancée des techniques, toutes sortes de choses ont été intériorisées, sont devenues entre guillemets naturelles. Ça fait partie de l'état des lieux, et donc c'est plus forcément une forme de nouveauté qui convoque des imaginaires du coup peut-être plus stimulants. Un autre enjeu qui est fondamental, et là qui est décrit par toutes sortes d'historiens, de sociologues et d'anthropologues, c'est ce qu'on pourrait dire une crise de la modernité, hein, dans le sens où la modernité technique, le progrès technique, avec le XXe siècle, est tout quand même remis en question par toute une série de catastrophes, hein, qui montrent justement les limites et les enjeux entre guillemets, du soi-disant progrès technique, hein, les deux guerres mondiales, la bombe atomique, le génocide, les génocides, on pourrait dire même, la crise écologique qui apparaît progressivement et dont on prend conscience à partir des années 70, hein, et qui amène, alors là, je citais plus un auteur de science-fiction, hein, James Ballard, à parler d'une espèce de mort du futur, hein, une espèce de critique, lui, du progrès. Hein. Si vous lisez James Ballard, hein, il écrit des livres sur je sais pas, les souvenirs de l'âge spatial, dans lequel il imagine un monde dans lequel il n'y a plus de conquête spatiale, c'est juste des vaisseaux poussiéreux qui ne sont plus utilisés, et qui est, on pourrait lire ça comme une espèce d'émanation, hein, de cette espèce de crise du progrès. Si ça vous intéresse, hein, ce thème, je vous renvoie à un petit ouvrage, mais qui est quand même assez dense, d'un historien français qui s'appelle François Hartog, Régime d'historicité, présentisme et expérience du temps, qui est vraiment pile sur ces questions, hein, de présentisme. Il y a d'ailleurs un numéro tout récent de ce mois de la revue Esprit, dans lequel il est interviewé, et dans lequel, là, si vous avez la flemme de lire ce livre-là, il y a un résumé de ces questions sur le présentisme. Et pour lui, le résumé en deux mots de ce qu'il nous raconte, Hartog, c'est que cette espèce de vision positive du futur, hein, du progrès, est née avec les Lumières, hein, a rencontré différents accros, alors un petit peu au 18e, mais surtout, au 19e, surtout au 20e, et qui amène, du fait de ces accros, du fait de ces limites dont l'humanité prend conscience, à se dire que c'est peut-être plus l'espace aussi rêvé et l'imaginaire aussi rêvé tel qu'il pouvait l'être à une certaine époque. Et le futur, progressivement, hein, d'après ce que nous écrivent les historiens et les anthropologues, est du coup progressivement perçu comme quelque chose de fermé, voire même comme quelque chose à craindre. Hein, qui amène d'ailleurs, enfin, une des conclusions d'historiens comme Hartog, c'est de lire une des conséquences de ce présentisme dans le retour sur des questions d'identité, de commémoration, de passé, de faire beaucoup plus attention au passé et à le figer qu'à regarder vers le futur. Parce que le futur,
ça fait peur. Hein. Là, vous avez un des premiers, je ne sais plus comment se nomme le nom du document, mais un de ces ça s'appelle Assessment Report, hein, c'est rapport d'évaluation du climat par le GIEC, hein, le groupe international d'évaluation d'enjeux climatiques, hein, des Nations Unies, qui, à partir des années 90, commence à faire écho aux craintes que pouvaient avoir les premiers prospectivistes ou le Club de Rome dans les années 70, qui est qu'il y a un réchauffement de la planète et que ce réchauffement de la planète, il est dû principalement à l'activité humaine. Ça, c'est un exemple parmi plein d'autres, hein, d'horizons de catastrophes qui, semble-t-il, remplacent finalement d'autres horizons de futures techniques pour une grande partie de la population. Alors, je ne vais pas continuer sur ces questions de présentisme, parce que ce qui m'intéresse là ici, c'est plutôt de dire, mais comment on sort de tout ça, en fait, hein, de cette espèce d'horizon de crainte, comment est-ce qu'on peut espérer le dépasser, et des gens comme Hartog, hein, François Hartog, dont je parlais tout à l'heure, ou d'autres chercheurs en sciences sociales ou en lettres, s'intéressent à comment on peut rouvrir le futur en repartant du passé. Par exemple, en essayant d'imaginer des voies passées qui n'ont pas été explorées. Hein, c'est pour ça que toute la littérature de science-fiction qui s'intéresse à l'Uchronie, c'est-à-dire d'imaginer des présents et des futurs alternatifs en revenant dans le passé et en revoyant si des événements n'avaient pas eu lieu ou avaient lieu différemment, comment ils pourraient se produire, font partie de ces dynamiques assez stimulantes, en particulier chez les designers. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Mais ça intéresse aussi à cette idée de réouvrir les imaginaires. Elle intéresse évidemment beaucoup les acteurs, hein, de ce monde des technologies et de l'innovation. Vous avez ici un article de Wired, hein, ça date de 2011, qui fait mention d'une initiative d'un écrivain de science-fiction qui s'appelle Neal Stephenson, qui souhaite créer des groupes de travail et de production de fiction, particulièrement de science-fiction, pour redonner le goût à se représenter demain et à se représenter les technologies de demain. Alors, Neal Stephenson, c'est pas n'importe qui, c'est un des écrivains de science-fiction qui a été on pourrait dire très influent dans la représentation, dans représenter ce que pourrait être la réalité virtuelle et des formes de réalité virtuelle qui sont toujours présentes aujourd'hui. Hein. Un des premiers à avoir produit ces représentations dans les années 80, c'était William Gibson, avec ses collègues Bruce Sterling, Roddy Rucker. Dans les années 90, c'est revenu, 10 ans après, avec des gens comme Neal Stephenson, hein, qui ont écrit un livre comme Snow Crash, hein, je crois que ça s'appelle Le Samouraï virtuel en français, et qui a nourri beaucoup de monde. Hein. Je me rappelle quand je faisais mes études à la fin des années 90, on nous faisait lire Snow Crash, et c'était de faire de la navigation en 3D dans un navigateur web, c'était ce qui allait advenir, ça faisait partie de ces grandes croyances partagées, de ces grands mythes qui nous excitaient évidemment, et qui forcément n'est pas advenu de la même manière que ce que nous décrit Stephenson, mais qui est toujours présent et qui nourrit et qui fait évoluer les représentations de ce que peuvent être la réalité virtuelle, en particulier avec les casques 3D. Hein, ces gens-là, d'ailleurs, collaborent avec les sociétés qui les produisent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment on en arrive à une situation où un écrivain de science-fiction qui a déjà une forme d'influence assez forte travaille avec... Alors, il ne fait pas ça avec Wired, il fait ça avec je crois que c'est le Center for Imagination in the Future à l'université d'Arizona, de l'État d'Arizona, et qui a pour vocation de créer des ateliers pour aussi influencer finalement les futurs ingénieurs. Enfin, un des buts cachés, enfin même pas caché, parce qu'ils le disent là derrière, c'est de donner envie à des jeunes qui sont à l'école de venir faire des études d'ingénierie, ou éventuellement de design, mais je crois que c'est plutôt l'ingénierie, pour leur donner envie de repenser demain, et particulièrement de le penser sous une forme technologique. Et c'est là où c'est intéressant d'un côté, parce qu'évidemment, il y a ce besoin de réouvrir les imaginaires, mais on peut faire une critique là en se disant, mais
Est-ce que c'est juste une question d'innovation technologique et de former des ingénieurs? Non. Réouvrir ces futurs possibles, ces voies d'avenir, c'est beaucoup plus large que ça. Ce n'est pas nécessairement recréer toutes sortes de techno-gadgets qui ne sont pas forcément intéressants. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes d'innovation à imaginer, à mettre en scène, qui n'utilisent pas ces grandes techniques? Moi, j'en suis convaincu. Et c'est là, du coup, que on peut basculer à un autre champ hein, qui s'intéresse à ces questions depuis finalement assez longtemps, qui est celui particulièrement du design, un design à appliquer. Je ne parlerai pas tellement d'air, mais on pourrait tout à fait faire la même analyse avec le champ artistique, en montrant comment, en particulier les designers et les architectes, hein, se sont posés ces questions aussi depuis longtemps. Hein. De jouer un rôle qui ne serait pas uniquement de créer des objets pour la sphère commerciale, mais d'interroger, de questionner le monde, de produire des représentations, de mettre en forme, puisque c'est ça une des compétences des designers et des architectes, hein, je les inclus un peu dans la même boîte, ça a ses limites, mais le fait de mettre en forme à partir de craintes, envies, besoins, imaginaires, représentations, envies, désirs, de faire des propositions de ce que pourrait être demain. Alors, il y a c'est un peu difficile à lire, mais c'est un courant qui a été très très fort, en particulier chez les designers italiens à la fin des années 60. Hein. Ici, vous avez Super Studio, hein, qui était un collectif d'architectes hein, qui s'intéressait justement à qu'est-ce que ça veut dire de l'habitat, la mobilité, le vivre de demain, et puis avec des propositions qui évidemment, vous imaginez bien, ils n'ont pas pu réaliser, hein, de faire des bâtiments à l'architecture moderniste dans le Coliseum. Des architectes anglais de la même époque, hein, comme Archigram, hein, qui se posait la question de qu'est-ce que c'est que la ville demain, comment est-ce qu'elle pourrait évoluer, hein, avec des projets de villes qui peuvent se déplacer. On pourrait faire le pendant entre ça et la science-fiction, parce qu'on retrouve ces idées hein, de villes sous forme de trains qui sont mobiles hein, chez un écrivain comme Christopher Priest. Et on pourrait dire que c'est une espèce de forme de création, conception, création, design, invention, renouvellement des imaginaires, qui a essaimé au fil du temps, hein, là j'en cite deux de cette époque, mais on pourrait en présenter plein d'autres, qui a été reprise il y a maintenant une vingtaine d'années par différents designers, designers produits, designers industriels. Hein. Je pense en particulier à Anthony Dunn et Fenarabi, à l'époque au Royal College of Art, qui ont lancé tout un espèce de courant où ils ont fait école, au sens d'avoir une école de pensée au sein de leur école, de design dit spéculatif ou critique, dans lequel le rôle du design serait non pas de résoudre des problèmes, mais de matérialiser des enjeux, des problèmes, pour en débattre socialement. Un de leurs projets phares hein, de l'époque, hein, 95, c'était ce qu'elle s'appelait des chaises de Faraday, hein, donc une espèce d'espace dans lequel les ondes ne peuvent pas vous atteindre. Et si vous ne voulez absolument pas répondre à votre téléphone mobile ou l'utiliser, vous mettez là-dedans, il n'y aura pas d'onde radio. Donc, déjà depuis en 95, hein, ces designers-là anticipaient une espèce de monde dystopique dans lequel il faudrait se prémunir, prévenir en fait de la présence, l'intrusion d'ondes qui amènent justement à accentuer toutes sortes de communication. Il y a des moments où ça passe du français à l'anglais, je suis désolé. Ce terme de design spéculatif, hein, pour bien fixer les esprits, de savoir ce dont je parle ici, hein, c'est bien l'idée d'une approche de design en fait, qui ne cherche pas des solutions, mais qui cherche en fait à souligner, montrer, sonder en fait potentiellement la société en montrant des conséquences possibles, des implications de certaines technologies. Et donc du coup à construire une réflexion critique par rapport à leur origine, leur potentiel et leur modalité de rupture dans le monde.
des exemples parmi plein d'autres. Hein. Je vais en citer quelques-uns. Hein. Vous aviez à l'époque ce projet de deux des élèves d'Anthony Dan et Fiona Raby, hein, James Auger et Jimmy Loiseau, de dents audio, donc de dents téléphone en fait, hein, qui serait de matérialiser, de représenter ce que seraient les conséquences de la miniaturisation des technologies et leur hybridation dans le corps, hein, donc d'avoir un téléphone finalement dans une dent. Et là, la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que c'est le projet lui-même, hein, tel qu'il était montré dans musées et galeries, hein, qui sont les lieux de communication pour ces designers. Cette partie-là est moins intéressante que le fait que des gens l'aient pris très au sérieux. Hein, vous avez ici le Time Magazine qui, en 2002, en fait, l'a fait apparaître comme une des inventions les plus cool de l'année. Hein, il faut dire quand même, eux travaillaient avec des chercheurs et des ingénieurs. Techniquement, leur proposition était valide, mais si vous voyez le prototype, il est haut comme ça, quoi. Mais ça n'a pas arrêté le journaliste. Et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé. Pour moi, le projet, il est plus intéressant à partir de ce moment-là, dans le sens où il commence à recevoir toutes sortes de messages, hein, de téléphones, d'emails, de gens qui, suivant les avis, vont être soit complètement horrifiés et penser que cette proposition est absolument dangereuse pour la société, il faut absolument pas travailler là-dessus, ou d'autres qui se disent mais où est-ce que je peux avoir une dent, un téléphone, parce que c'est ça dont j'ai besoin dans ma vie, dans mon travail. Et là, il y a quelque chose d'intéressant de voir comment cette forme de provocation, d'autant plus intéressante aujourd'hui, hein, dans une époque où on voit des débats sur les questions de propagande, entre guillemets, de post-vérité, comment justement une espèce d'enchaînement de réactions se produit, et finalement, et ils ne l'ont malheureusement pas fait, mais ce serait, une espèce de compendium, de catalogue de ces réactions serait fondamental et intéressant pour lire, percevoir, comprendre un débat par rapport à cet enjeu de l'hybridation de la technique et du corps. Alors eux, James Auger et Jimmy Loiseau, ils aiment bien travailler sur ces questions un peu de futur, on pourrait dire dystopique, ou qui vient nous déranger, et ils le font toujours en travaillant en tant que designer avec des ingénieurs qui montrent des projets faisables, hein, techniquement. Leur autre projet que j'ai sélectionné là pour cette présentation, c'est Afterlife. Hein, c'est l'idée que dans une époque dans laquelle la problématique énergétique est fondamentale, il pourrait être possible de réutiliser la décomposition des cadavres humains, hein, pour produire une source d'énergie, hein, sous la forme d'une petite pile, hein, qui serait tirée à partir de différents mécanismes thermochimiques, hein, qui proposent. Et pour ça, ils ont travaillé avec des ingénieurs qui s'intéressent à ces questions, alors peut-être pas avec des corps humains, hein, évidemment, mais qui montrent comment, et là, on est proche un peu de la logique un peu dystopique de certaines œuvres de science-fiction, mais avec des techniques qui sont peut-être moins ces grands mythes, hein, parce qu'évidemment, ça fait peut-être moins rêver tout le monde, ce genre de choses, hein, d'avoir cette petite pile avec le nom de la personne, sa date de naissance et de décès, etc., etc. Et qui sont quand même là pour nous rendre attentifs à cette possibilité, certes dérangeante, mais qui est tout à fait possible et qui doit aussi nous ramener à l'esprit que le pétrole qui est dans nos automobiles, c'est quand même des animaux morts, quoi. La matière organique morte et décédée il y a très, très, très longtemps. Autre projet également, alors je reste encore sur les mêmes, hein, Auger et Loiseau, et les mêmes sur des histoires de matière organique, pour montrer un exemple de comment eux, à partir de la question de la robotique, hein, dont je parlais tout à l'heure, hein, la robotique, particulièrement la robotique humanoïde, fait partie de ces espèces de grands mythes et grandes figures de représentation possible de demain, avec l'idée que les robots seraient des humanoïdes, des espèces de majordomes, soit humanoïdes, soit zoomorphiques, mais qui prendraient ces formes très 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 courantes, hein, qu'on voit dans la science-fiction, dans différentes formes de communication au cours du XXe siècle, et qu'on voit dans des laboratoires de recherche. Et eux se sont dit, mais est-ce que, avec tout un travail sur la question de la vie du robot dans l'espace du domicile, de la manière dont les gens vont
domestiquer, ils utilisent à dessein cette métaphore, ou non les robots se disent mais c'est peut-être pas la bonne représentation, c'est peut-être pas la bonne métaphore. Il pourrait être plus intéressant d'imaginer comment des objets du quotidien, le mobilier, les tables, les chaises, les lampes, pourraient elles-mêmes être des objets robotiques. Et du coup, il y a tout un projet qui est évidemment là aussi sur une tension un peu dérangeante, ce que c'est que le robot et son usage dans le quotidien, d'imaginer des lampes carnivores en fait, qui pourraient se nourrir des moustiques ou des mouches qui sont présentes dans l'espace domestique et qui viendraient finalement alimenter, on est encore dans cette histoire de matière organique, alimenter en électricité, en énergie, la lampe. Et qui est une manière pour eux de dire, mais la robotique, là vous avez ces robots humanoïdes, ces robots zoomorphiques qui existent, voilà une autre possibilité, une autre proposition, qui se déplace ou non. Enfin, la question est moins sur le format possible de ce que fait le robot que sur une forme d'automatisation de récolter la matière organique pour créer de la lumière. Et ça, c'est assez... je me rappelle quand le projet est sorti, ça m'avait fasciné, parce que d'un côté, eux produisent ça, mais d'un autre côté, vous aviez Raytheon, un des prestataires du ministère de la Défense américain qui avait déposé des brevets à la même époque sur des robots qui peuvent se déplacer dans le champ de bataille et puis se nourrir de matière organique pour pouvoir se nourrir en énergie et puis continuer à avancer. Et du coup, ça montrait comment finalement ces idées spéculatives, un peu étranges et dérangeantes, finalement, on la trouve aussi peut-être chez d'autres organisations qui ont peut-être moins de scrupules avec des questions d'éthique par rapport aux enjeux techniques. Mais en tout cas, eux, dans la succession d'expositions qu'il y a eu à partir de ces robots carnivores, proposaient une forme de débat sur qu'est-ce que ça peut signifier d'avoir des robots autonomes en énergie, qui était finalement une question très problématique de leur point de vue. J'ai encore deux projets de design spéculatif. Celui-ci qui me semblait assez fascinant de Michael Burton et Michiko Nitta, qui est une espèce d'équipement symbiotique, de manière d'espèce de prototype de vêtements qui propose une relation symbiotique entre la personne qui la porte et puis les organismes qui sont à l'intérieur, puisqu'il s'agit d'algues en fait, qui sont présentes dans le dispositif, des tubes transparents en plastique qui entourent le corps, qui contiennent des micro-algues vertes qui peuvent se développer du fait de l'apport en dioxyde de carbone qui est récupéré à travers la respiration de la personne, et puis de la lumière captée, parce que les tubes sont transparents, et à travers cette espèce de photosynthèse, ça permet de faire vivre les algues, qui permet en retour de nourrir la personne. Je n'ai pas testé, je ne saurais pas vous dire quelle est la qualité gustative de ces algues, mais il y avait une proposition qui était à la fois étrange, mais en même temps qui était techniquement faisable dans leur prototype. Et qui fait partie d'un de ces exemples, parmi plein d'autres, comme ceux que j'ai présentés avant, mais parmi beaucoup d'autres, de formes d'échange finalement entre ingénieurs, scientifiques et designers qui cherchent à tirer en fait des potentiels de certains objets techniques, et que ici on peut voir comme une forme de design spéculatif et critique pour débattre de ces questions, mais qu'on peut aussi voir du point de vue des ingénieurs comme étant, ils vont trouver la possibilité de ce que pourrait être demain ma technologie. Alors, est-ce qu'on est prêt à utiliser ce genre de dispositif au quotidien? Je vais pas faire de sondage, j'aimerais bien goûter quand même avant, mais ça interroge en fait, ça interroge sur le sens en fait de la relation entre l'ingénierie et le design. Et puis un dernier projet, alors ça c'est un projet qu'on a fait, que je trouve intéressant à montrer ici, pour se dire que ces formes en fait, de représentation de demain, on peut les voir à travers toutes sortes de types de production. On a créé une espèce de revue qui s'appelait Green Pages, les pages vertes, qui serait si on avait le temps et les moyens, on la sortirait chaque année, mais on l'a autofinancé, on n'en a fait qu'une, mais qui serait finalement le magazine qu'il faut produire pour les gens qui réalisent des films de science-fiction à Hollywood, et qui en fait contiendrait toutes sortes de descriptions d'objets technologiques, donc des prothèses
digitigrade, on pourrait dire, de la nourriture algorithmique, dans lequel en fait, on partait de brevets existants, on décrivait les technologies telles qu'elles étaient, et puis on mettait les questions clés qu'elles posaient, hein, les questions de débat et de critique de société qu'elles posaient, en disant, mais voilà, enfin, si vous voulez faire un film de science-fiction, vous n'avez qu'à feuilleter ça, vous prenez 3 pages, et puis vous regardez les questions, et puis à partir des questions, vous allez imaginer une forme de narration. Dans une deuxième partie, il y avait des extraits de dialogue potentiels, il y avait des objets techniques possibles, des objets pour se rafraîchir les oreilles. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée était de prendre des techniques existantes et au lieu de les présenter, comme c'est souvent le cas dans la presse économique ou technologique, comme montrer juste une voie possible et souvent qui est très positive, nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer ces enjeux-là à partir d'un plot summary, c'est un résumé de l'histoire du film qui pourrait advenir avec cette technologie, les grandes questions que ça pose, les frictions qui pourraient advenir, avec l'idée que si on avait le temps, évidemment on les ferait ces films-là, mais on n'a ni le temps, ni les moyens, ni les compétences, et il y a un côté amusant à les matérialiser de cette manière. Et si je dis amusant, c'est que pour débattre, pour commenter, pour voir, pour construire un discours critique sur ces possibilités, particulièrement ces possibilités techniques, l'humour joue un rôle assez fondamental, en tout cas nous dans nos productions à Near Future Laboratory. Je termine encore par quelques exemples pour revenir justement aux pionniers du genre, Anthony Dunn et Fiona Raby, et pour vous montrer que ce design spéculatif, il ne s'intéresse pas juste aux questions de numérique, eux se sont posé la question des sources d'énergie et des réseaux de transport, et puis on crée toutes sortes de représentations sur ce que pourrait être la mobilité demain, en imaginant un monde un Royaume-Uni fragmenté, et suivant les différents fragments qui restent, les modalités énergétiques qui pourraient être utilisées, suivant les bords politiques des micro-États restant dans le Royaume-Uni. Ça a été fait pré-Brexit, tout ça, avec par exemple des communo-nucléaristes, donc des communistes pro-nucléaires qui créeraient des trains pour se déplacer, des technocrates totalitariens qui créeraient des véhicules dans lesquels on est individuellement dedans, ou à la rigueur à 2 et puis on doit rester debout. Et donc, voilà, sans rentrer dans le détail, l'idée est de montrer que eux, par leur représentation formelle, c'est de matérialiser à la fois des craintes, des enjeux, des problèmes et des questions. Alors, c'est tout un champ qui existe depuis un certain temps. Certains dans la salle en sont des acteurs. Là, je vois Max qui baisse la tête et qui travaille avec ces démarches et qui, alors, même si c'est une voie intéressante pour sortir des questions de présentisme, qui, quand on est acteur de ce domaine, ne doivent pas laisser indifférents et qui doit aussi essayer de nous faire comprendre qu'il y a des enjeux dans ces formes de design spéculatif qui ne sont pas nécessairement satisfaisantes. Et qui ne le sont pas pour différentes raisons que j'ai décrites ici. Travaillant dans ce domaine-là, ça m'intéresse évidemment de prendre en compte ces limites. La première, c'est que le design spéculatif est souvent produit pour des propositions qui vont être montrées ensuite dans l'endroit où le design se diffuse, particulièrement des musées, des galeries, alors le web évidemment et les réseaux sociaux, mais surtout dans des contextes socioculturels qui sont très marqués et qui n'attirent pas non plus une portion représentative et démocratique de la population. Et du coup, et comme ça a lieu souvent d'ailleurs dans le monde occidental, on peut se dire mais est-ce que c'est le meilleur lieu possible pour des discussions ? Ensuite, et là je reprends différentes critiques que font soit des chercheurs en design, soit des designers eux-mêmes par rapport à ces limites du design spéculatif, il y a le fait que pousser à de la provocation, comme vous l'avez vu, des projets qui peuvent être un peu provocants, qui interrogent, c'est bien, mais en même temps, il faut aller plus loin. Il faut aussi pas oublier le fait que à partir des problèmes du monde, qui peut être nécessaire de mieux qualifier avec le design spéculatif, il faut aussi trouver des formes d'intervention qui soient à la fois respectueuses d'une certaine éthique, de différents enjeux sociotechniques, etc., etc. Et ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Et puis un autre troisième point, c'est le fait que créer ces représentations, créer
ces imaginaires possibles et les traduire sous les formes de design spéculatif, c'est aussi avoir un point de vue. Et notre point de vue, le point de vue qui est pris, bah, il n'est pas, en général, c'est quand même des Occidentaux dans des contextes plutôt favorisés qui sont une vision du monde, mais qui ne sont pas, évidemment, qui n'est pas celle en fait partagée par d'autres personnes dans d'autres cultures. Hein. Luisa Prado, qui est une designer qui critiquait assez férocement ces questions de design spéculatif, avait cette formule, je trouve intéressante, qui dit votre dystopie est en train de nous arriver maintenant. C'est en gros, ou alors elle pourrait dire votre utopie, c'est notre dystopie, ou ce qui est en train de nous arriver à nous, puisqu'elle elle est brésilienne, c'est une catastrophe qui est peut-être que vous imaginez dans un scénario de design spéculatif, mais nous on la vit. Et du coup, soyez respectueux de nos enjeux, de nos problèmes et de la manière dont on pourrait s'en sortir. Alors, ces limites, elles sont importantes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tout à la poubelle. C'est plutôt qu'il faut s'interroger sur qu'est-ce que ce serait qu'un design spéculatif qui répondrait à ces différentes critiques. Et je vais y revenir dans un instant. Je voulais juste mentionner ce livre aussi pour ceux qui sont à la recherche de références. Pour un débat assez similaire qui a lieu actuellement, là plutôt dans le champ de l'art, hein, et sur la question de sortir du présentisme en réouvrant les imaginaires, avec d'autres manières de produire ces réflexions, d'autres codes, d'autres esthétiques et d'autres manières de faire des propositions. Mais j'aurais très bien pu ne pas parler design et puis partir de ça et puis de montrer des projets dans ce sens-là. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, soit à travers mon travail à Near Future Laboratory, soit en tant qu'enseignant et chercheur dans une école d'art et de design, c'est de voir comment, et ça va être ma conclusion, c'est de voir comment justement les sciences sociales, et particulièrement l'anthropologie, peut jouer un rôle en fait dans réouvrir ces imaginaires, répondre à ces problèmes et ces limites que je viens de mentionner dans le design spéculatif, et nous proposer des voies possibles. Le premier point de conclusion par rapport à tout ce que j'ai raconté, c'est que, et je prends une citation d'un sociologue anglais qui s'appelle Anthony Giddens, qui est le fait que le futur, ces représentations, ces imaginaires futurs, ça colonise le présent, car ces promesses, ces horizons d'attente que j'appelais tout à l'heure, elles créent une espèce d'état de nécessité, et ça s'oppose bien souvent à la liberté d'imaginer plusieurs voies possibles. Hein, que le futur du monde, ce n'est pas juste des robots humanoïdes, si je caricature. Même si on peut faire des choses avec des robots plus ou moins humanoïdes, c'est pas ça que je critique, mais il y a d'autres voies à investiguer. Et du coup, comment sortir de ce cul-de-sac, de quelle manière on peut reprendre liberté par rapport à ces propositions. Et là, je reprends une citation de quelqu'un qui n'est pas très loin d'ici, au Collège de France, hein, Philippe Descola, qui souligne en fait tout le rôle et le poids fondamental que peut jouer l'anthropologie dans la compréhension du monde aujourd'hui, mais aussi dans se représenter demain, c'est le fait que l'anthropologie, et l'histoire, et la sociologie aussi d'ailleurs, c'est d'apporter la preuve que d'autres manières d'habiter le monde sont possibles, puisque certaines d'entre elles, aussi improbables qu'elles puissent paraître, ont été explorées ailleurs, ou jadis, ailleurs, à d'autres endroits aujourd'hui dans le temps, dans l'espace, pardon, ou jadis, à d'autres moments dans le passé. Et c'est donc de montrer donc que l'avenir n'est pas un simple prolongement linéaire du présent, qu'il est gros de potentialités inouïes dont nous devons imaginer la réalisation afin d'édifier au plus tôt une véritable maison commune avant que l'ancienne ne s'écroule sous l'effet de la dévastation des involtes auxquels certains humains l'ont soumis. Donc l'appel qu'il y a là derrière, et lui il le fait pour la société dans son ensemble, mais moi je le ramène à la question justement du design ou aux arts appliqués ou à l'art, pour faire des propositions, c'est de se dire que l'avenir n'est pas tracé. On peut se nourrir en fait d'autres manières de vivre le monde, d'autres manières de ce que lui appelle composer des mondes, de s'en inspirer, ou en tout cas de se questionner par rapport à ces possibilités, pour ouvrir les possibilités, le champ des possibles, par rapport à des formes d'innovation qui peuvent être absolument non technologiques, peut-être organisationnelles, peut-être sociétales, etc., etc. Voilà, je vous remercie. Bon, merci beaucoup Nicolas. On va pouvoir ouvrir ensemble une session un peu de débat, de questions. Bon, moi j'avais juste un point que je voulais peut-être un peu comme ça ouvrir avec toi et puis
on aura l'occasion de passer le micro dans la salle si vous avez des questions. Merci, c'était vraiment fantastique. Je pense que le point que tu soulignes particulièrement sur le rôle de l'art, du design, en fait, dans la définition qu'on peut avoir aujourd'hui de la prospective, paraît évident à deux niveaux et urgent aussi, très utile. Déjà, je pensais au niveau de l'architecture, par exemple, la question de la durabilité des projets, en fait, quoi. Et quelque chose qui est ancré depuis la naissance, en fait, de projets architecturaux qui doivent tout simplement s'inscrire dans le temps, dans des contextes économiques et sociaux particuliers, et donc scénariser différents possibles. Je me rappelle, moi, pendant mes études, qu'il y avait un appel à projet du gouvernement américain et du département de la Défense pour construire un enfouisseur de déchets nucléaires qui devait résister jusqu'à l'an 3000 et qui avait du coup créé au niveau de tous les cabinets d'architecture mondiaux une sorte de branle-bas de combat pour savoir à quoi allait ressembler le monde en l'an 3000 dans des schémas post-humains et autres qui étaient tout à fait fascinants. Du coup, il y a ce point qui est à mon avis essentiel que dans beaucoup de champs artistiques, en particulier dans l'architecture, je crois, il y a cette force, en fait, ce privilège de la fiction qui est ancré dans la nécessité d'imaginer loin, la durabilité de ces projets. Et puis aussi, tu le disais, c'est vrai, la dimension critique essentielle de l'art pour penser les conséquences, en fait, de certains projets. Et en même temps, moi, la question qui me vient directement et qui rejoint beaucoup des points que tu as évoqués à la fin, c'est effectivement, aujourd'hui, dans un monde qui accumule finalement autant de problématiques, comment positionner un discours qui ne soit pas simplement justement périphérique ou en dehors, mais qui va pouvoir porter une certaine utilité. Et la question du coup que je voulais te poser là-dessus, c'est par rapport aux étudiants que tu as, notamment à la aide, quand tu développes ces thématiques-là, quand tu réfléchis avec un certain nombre de parties prenantes, parce que tu as la chance aussi du coup avec ton lab de travailler avec des entités privées, mais aussi du coup avec des étudiants. C'est comment trouver en quelque sorte l'élément déclencheur qui va permettre d'adresser un grand défi quelque part, d'avoir le contenu peut-être aussi scientifique nécessaire pour avoir une approche qui n'est pas naïve des technologies et éviter de tomber aussi, c'est vrai, dans des débats sempiternels. Je repense moi et je terminerai là-dessus, à la Biennale de Venise il y a 2 ans qui était intitulée All the World's Future, où du coup on avait la vision de dizaines de pavillons internationaux sur finalement des futurs possibles, qui étaient très dystopiques et qui étaient, à mon sens, décevants. C'est-à-dire qu'on nous rabâchait des sujets autour du changement climatique sur des thématiques qui étaient souvent, honnêtement, et c'était les critiques qui avaient été formulées assez régulièrement, pas très comprises, où en tout cas il y avait ce rôle un petit peu d'avant-garde pour le coup, d'anticipation de problèmes à venir qui n'était pas du tout assumé par le champ artistique. Donc voilà, c'est un peu ce fourre-tout de questions qui n'en est pas une, mais comment parvenir à faire un petit peu cet équilibre entre la compréhension d'enjeux, la compréhension scientifique aussi des moyens de les atteindre et donner l'envie finalement à ces étudiants de les adresser. Je pense qu'il n'y a pas un élément déclencheur, c'est déjà d'avoir une forme d'humilité par rapport à comprendre un problème, ses ramifications, ses enjeux, et d'avoir un peu de rigueur intellectuelle sur aller observer historiquement ou à d'autres endroits qu'est-ce qui a déjà été fait en fait, et à partir de là, d'en tirer en fait un ensemble de représentations, de savoir quelles sont les propositions un peu les plus courantes, les plus centrales, hein, et pour quelles raisons elles ont amené à certains problèmes, elles ont plus ou moins réussi dans un contexte mais pas dans un autre, avant d'aller imaginer d'autres possibilités ou avant d'aller creuser peut-être dans les marges et de se dire que sur un problème donné, il y a une vision assez évidente. Hein, je pense si on prend la problématique de la mobilité, d'aller regarder les solutions techniques, mais peut-être il faut, enfin pas peut-être, mais sûrement il faut aussi regarder comment d'autres formes d'organisation ont pu être trouvées dans d'autres contextes, dans d'autres manières de vivre, pour régler des problèmes liés à la mobilité qui passent pas nécessairement toujours par tel objet technique qu'on a vu, peut-être d'autres formes d'organisation, peut-être d'autres rapports au monde, avoir beaucoup d'humilité aussi d'aller saisir en fait, alors ce que des prospectivistes appelleraient signaux faibles, mais que finalement on pourrait appeler des observations peut-être très terre à terre, quoi, sur
des petites choses en fait qui existent dans le monde et qui sont intéressantes parce qu'elles ont été expérimentées à un endroit et qu'on s'est dit mais ça pourrait pas passer à l'échelle. Mais justement, toute la réflexion, c'est de dire mais on a vu ce phénomène, cette possibilité, cette solution qui marche dans un contexte, on ne sait pas si ça va marcher là. Toute la créativité, c'est de dire mais qu'est-ce qu'il faut pour le transposer, le transformer, hein. Et c'est aussi respecter des choses qui paraissent pas aussi peut-être aussi séduisantes à première vue que justement des grands dispositifs technologiques. Et donc pour moi c'est une question d'humilité, de bonne connaissance du domaine qui nous intéresse, et puis d'aller gratter dans des marges de pratiques, de propositions qui, enfin, aujourd'hui grâce à différentes technologies comme le net, on a accès en fait à cette connaissance-là, alors qu'avant c'était peut-être plus difficile. Donc ça je dirais que c'est déjà un préalable. Oui, bien sûr. Moi, je suis content. J'ai pas la solution à tous les problèmes. Non, mais ça rejoint beaucoup en fait ce que tu mentionnais à un moment. J'ai repensé par rapport à cet écrivain brésilien qui raconte justement votre dystopie nous arrive aujourd'hui, qui rejoint la phrase de Gibson qui dit que le futur est là mais mal distribué en fait, quoi, et que on a beau réfléchir dans nos labos à des solutions qui sont très souvent assez ethnocentrées avec un tropisme occidental certain, en oubliant justement la répartition un peu géographique de problèmes qui se superposent et ont des degrés d'urgence assez différents. Pour ça m'intéressait de savoir comment on pouvait mettre à niveau, ou est-ce qu'on essayait aussi, parce que forcément il y a une partie, tu le disais, normative quoi, dans le design, d'intéresser à ces sujets-là, et même à un niveau très pragmatique. Je voulais savoir si c'était des thématiques qui, aujourd'hui, tu avais le sentiment, intéressaient les étudiants presque, tu vois, les chercheurs. Est-ce que c'était quelque chose qui était plus... Alors, les étudiants, les chercheurs, les enseignants, c'est clair. Les entreprises, les grandes organisations, plus difficilement, ouais, parce que c'est vu comme quelque chose de plus lointain. Alors que c'est pas exclusif, hein, certaines organisations se posent ces questions, évidemment, mais pourtant ça me semble être des questions assez logiques et importantes. Ouais. Mais ces organisations ont des ressources à allouer, n'ont pas forcément le temps de travailler sur tous les sujets, donc il y a des choix qui sont effectués. Je voudrais qu'on prenne, on va pouvoir débattre tous ensemble. Par rapport à l'intervention du coup de Nicolas, est-ce qu'il y a dans la salle des questions peut-être que... Voilà, je sais qu'on a la chance d'avoir des profils très différents. Oui. Je m'assois. Donc bonjour, moi je m'appelle Max Molon, je fais du design fiction et également une thèse sur cette pratique, juste à côté, à l'ENSAD. Je vais essayer de ne pas troller Nicolas, puisque chaque fois que je pose une question, j'ai cette habitude-là avec toi. J'ai deux questions, j'en ai une garderai pour plus tard, pour d'abord qu'on ait le temps ensemble, si c'est un débat ouvert avec tout le monde, de questionner cette expression-là de futur préférable, que j'ai entendu plusieurs fois. Et pour faire très court, préférable pour qui ? Et donc ça ouvre beaucoup de questions auxquelles j'espère que vous pourrez développer. Qui détermine ce qui est préférable ? Qui a le droit de parler pour énoncer une vision du préférable plus ou moins dominante, etc. Le problème auquel Max fait référence, dès qu'on essaie d'imaginer ou de faire une proposition sur ce que demain pourrait être, on se pose la question de qui fait ça en fonction d'un certain nombre de valeurs, de contextes de vie, de qui a droit de parler. Par exemple, les projets que j'ai présentés ici sont un choix que j'ai fait moi en tant qu'individu qui vient de blanc, qui vient de Suisse. Là déjà ça tue totalement toute généralisation à faire sur le monde, je pense, et qui est un point important à la fois pour ceux qui produisent les représentations, des imaginaires possibles, mais ceux aussi qui vont les discuter. Parce que si on se dit qu'il faut rouvrir les imaginaires, qu'il faut se représenter demain, on doit se dire qu'il faut qu'il y ait une forme plutôt démocratique et ouverte de ce genre de choses, et pas juste laisser parler ceux qui parlent tout le temps. Et du coup, ça pose la question, une question plus de designer, je pense, qui est celle de comment on crée ces dispositifs
de participation. Alors je ne sais pas si j'ai mis dans la citation, dans les critiques sur le design spéculatif, je ne sais pas si je l'ai mis entière, mais il me semble qu'il y avait un bout sur le fait que le rôle en fait, des gens qui produisent ces représentations, c'est moins de spéculer dans leur coin et puis de faire une proposition que de le faire sous une forme collective en fait. Et une autre critique qu'on pourrait faire, c'est est-ce que ça a bien lieu? Est-ce que c'est pas juste une collaboration entre des designers et des ingénieurs qui voient un potentiel technique et qui vont montrer des conséquences par rapport, et c'est peut-être ça que ta question renvoie, c'est comment on fait participer je ne sais pas si par exemple on travaille sur la mobilité demain et qu'on travaille pour un des clients avec qui j'ai travaillé qui fabrique des automobiles. Si on est juste dans un petit bureau en banlieue parisienne à travailler là-dessus et à exprimer nos idées, on peut se dire que c'est pas forcément le futur préférable de la Terre entière. C'est clairement pas ça. Maintenant, on se pose la question, on ne peut pas non plus travailler avec tout le monde. Donc, il y a peut-être toute une créativité ou des dispositifs à créer, mais il y a un effort certain qui consiste à pas du coup à imposer sa vision normative et se dire voilà, c'est ça le futur préférable parce que j'ai bien cogité en absorbant l'anthropologie, plein de brevets et puis plein de choses curieuses que j'ai vues dans des projets de design spéculatif. Non, ça doit être quelque chose de collectif. Et c'est là où il me semble qu'une catégorie des designers qui font du design spéculatif, du design fiction, toi, ce que tu fais, par exemple, s'intéressent à ce genre de démarche et vont trouver des espèces de formats. Et ça vient renouveler en fait quelque chose qui... toutes les formes de dialogue public, hein, si on a une structure publique qui veut faire ce genre de démarche, ou des organisations privées ou associatives, qui ont déjà ces pratiques-là, en fait, de travailler avec d'autres personnes et pas de rester dans son coin. Maintenant, tout ça n'est pas forcément, le plus évident, le plus facile. Est-ce que ça répond à ta question Oui, ça répond à ma question, mais je garde ma deuxième question pour plus tard, pour laisser d'autres en émerger. Et un futur préférable, à un moment donné, il n'est peut-être pas plus tard aussi. Hein, ça, c'est un autre enjeu. Nous, c'est un sujet qu'on a eu très, très directement sur un programme qu'on a monté au début de l'année avec différentes universités de PSL, où on se rendait compte, on voulait faire travailler, il y avait 150 étudiants de plein d'universités qui travaillaient sur des futurs possibles, et en particulier qui devaient identifier des futurs préférables pour 5 industries, et principalement mobilité, habitation et énergie. Et sur ces questions-là, ce qui était fascinant, c'était de voir l'esprit parfois pervers à aller chercher des futurs préférables pour l'entreprise dans des dystopies sociales. Et être capable, du coup, de trouver à l'intersection d'un futur détestable des opportunités gigantesques pour un produit sur un marché. Et ça marche, quoi. Comme le fonds Vice, le fonds d'investissement Vice qui n'investit que dans des produits toxiques et qui marchent mieux que les autres fonds, quoi. Donc ces éléments, nous, qu'on a dû identifier très clairement quand on a donné un cadre méthodologique au début en disant non, on va parler de futur préférable pour la société, alors là encore dans son ensemble et pas pour l'entreprise, c'était encore déplacer le problème à un autre niveau. Et moi, à titre personnel, même, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup par rapport à ce que tu as décrit. Je me suis même surpris à me retrouver dans des situations où j'aurais jamais cru que ça pouvait être discuté, un tel futur préférable ou autre. Quand il y a 3 ans, avec des camarades d'école de commerce, on est parti dans des pays en développement, financés par des groupes français pour soutenir des entrepreneurs sociaux. Et notamment dans le nord de l'Inde, au pied de l'Himalaya, on est allé voir des intouchables, chez qui on a installé des panneaux solaires. Et puis, ils étaient tout simplement au kérosène, se brûlaient les yeux, les mains. C'était catastrophique depuis des dizaines d'années. Ils vivaient au rythme du soleil le reste du temps, donc globalement, avaient des journées extrêmement limitées. Et on est arrivé avec le feu, en quelque sorte, quoi, la capacité technologique d'un coup de pouvoir tout ouvrir, et les impacts sociaux qu'on avait anticipés étaient tous au vert, quoi, tous hyper positifs. On allait leur offrir 3-4 heures de plus par jour. Les enfants allaient plus étudier, il y aurait moins de vols, tout allait bien se passer, quoi. Et en réalité, beaucoup de choses se sont bien passées, mais on a aussi vu des conséquences qu'on n'aurait pas anticipées, à savoir que forcément, finalement, 3-4 heures de plus, le propriétaire des terres à côté, il les fait travailler 3-4 heures de plus aussi, quoi. Et il y a tout un champ comme ça qui tend, c'est vrai, à risquer, sous le terme de futur préférable,
un autre tropisme trop naïf ou technophile à pas voir les autres options qui font que c'est toujours très dur à cerner, à identifier. Moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Mais donc, moi, je n'ai pas de réponse. Mais c'est effectivement un axe sur lequel on a particulièrement eu de difficultés cette année. Moi, j'avais une question sur les exemples que vous nous avez donnés. C'était des exemples spéculatifs. Est-ce que vous pouvez nous parler de réalisations qui ont participé de vos projets de futurs préférables et qui sont réalisés ou qui vont l'être? Ceux que j'ai mentionnés, ils sont, ça fait partie du design spéculatif, mais là, certains d'entre eux, il y a des prototypes qui sont les ingénieurs parlent de preuves de concept qui sont fonctionnels. Moi, je fais pas moi, je suis pas, moi dans mon métier, je fais pas de projet, je suis pas designer, hein, donc il n'y a rien qui se commercialise. Soit j'enseigne, soit j'aide des organisations à se représenter ces futurs possibles, particulièrement des organisations publiques, hein, des municipalités notamment qui travaillent sur des questions de smart city, d'open data hein, dernièrement, parfois des organisations privées aussi. Hein, mais mon rôle, c'est pas d'aller au-delà justement de l'accompagnement sur, une fois qu'il y a eu des formes de spéculation, sur des cahiers des charges. Donc je ne peux pas répondre à la question sur ma propre pratique, malheureusement, parce que ça s'arrête à cet endroit-là. On ne peut pas tout faire. Ouais. En fait, j'ai une question par rapport... vous avez beaucoup parlé de design d'objets, énormément. Ouais. Et vous avez un peu parlé du design d'interface. J'aurais bien aimé que vous en parliez un peu plus. Mais il y a aussi une pratique qui se développe énormément en ce moment, qui est le design de service. Et je voulais savoir comment vous le positionnez dans les problématiques que vous abordez en fait, sur ces futurs, etc. Bon, c'est clair que j'ai choisi plutôt des choses qui viennent du design produit, design industriel, un peu design d'interaction, qui sont proches. Les gens qui ont, par exemple, Anthony Dunn et Fiona Raby, eux, ils viennent du design produit et du design d'interaction. Donc c'est pour ça que c'est proche. J'aurais pu parler du graphisme aussi, parce qu'il y a tout un champ dans le graphisme qui s'intéresse aussi à ces questions-là. Maintenant, le design de service pourrait l'être aussi. Il s'avère quand même que, alors ça c'est peut-être un élément contextuel, les designers, les chercheurs, les enseignants qui font le design spéculatif sont historiquement plus liés aux disciplines du design que j'ai mentionné au début, hein, et qui sont moins proches du monde de l'entreprise, on pourrait dire, que par exemple le design de service qui l'est un peu plus. Par exemple, traditionnellement, dans les écoles d'art et design que je connais, le design de service, c'est pas forcément vu comme étant très proche du design. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais c'est plutôt des espèces d'effets, en fait, d'éléments, d'évolution historique. Maintenant, il y a des gens qui font du design de service et qui peuvent tout à fait s'intéresser à ces démarches-là. Il s'avère que j'en ai moins ni en tête, ni présenté ici. Mais je ne veux pas forcément de contre-indication. La seule possible, c'est que quand on travaille avec une organisation privée, dès qu'il y a des enjeux très dystopiques ou très critiques, ce n'est pas forcément le plus évident. Nous, par exemple, pour prendre des exemples précis, hein, donc Near Future Laboratory, on travaille avec des clients publics et privés. J'ai fait un projet, par exemple, sur la question des gestes et des gestes avec les objets numériques dans lesquels on voit plein de choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Je me rappelle de discussions avec des clients dans lesquels on a fait des projets, des petites vidéos hein, de ce genre, dans lesquels on montrait des frictions, des choses qui ne fonctionnent pas. Il y avait toute une partie de l'équipe qui était tout à fait prête à ce qu'on fasse ça pour après anticiper des problèmes et des enjeux. Mais il y avait une autre partie qui disait mais pourquoi on va foutre du fric d'en faire une vidéo qui va montrer comment notre interface dans la voiture, elle ne marche pas. C'est foutre de l'argent par les fenêtres et il ne faut absolument pas faire ça. Et en plus, vous vous moquez de nos produits. Il ne faut pas se moquer de nos produits parce que c'est les meilleurs produits du monde et vous ne devriez pas faire ça. Pourquoi vous bossez avec ces types, quoi? Donc je caricature un peu, mais il peut y avoir un peu ce genre d'éléments qui sont liés en fait à des contextes de travail et puis où on met le curseur par rapport à ce qu'on attend en fait des gens qui contribuent à ces formes
moi, dans les contextes que je connais, dans lesquels on sollicite le design de service, c'est pas toujours évident d'aller sur ces frictions-là. Mais il y a certainement des exceptions, c'est clair. Bonjour Nicolas. J'ai vu hier ou ce matin, d'ailleurs, je ne sais plus, une représentante de l'équipe du nouveau gouvernement à Washington interpeller un journaliste, ou être plutôt interpellé par un journaliste, et relever, inventer le terme de counterfact, qui m'a absolument fasciné. Parce que ou alternative fact. Alternative fact, pardon. Oui, le terme était plus exact. Qui m'a assez fasciné. J'ai revu la vidéo un certain nombre de fois et je me suis dit, dans le contexte de la fiction, c'est une question intéressante parce qu'au fond, le déni de réalité posé dans cette posture laisse la porte ouverte peut-être à toute alternative. Et d'une certaine façon, la fiction existe parce qu'il y a quelque chose d'un peu défini. À partir de là, il n'y a plus de normes pour discuter. Et en fait, le débat est clos même par la formule. Donc, je voulais savoir comment ça t'avait interpellé. C'est vrai que dès qu'il y a des... cet enjeu en fait, du rapport à la vérité, il est important. Il ne date pas juste de ça. Mais moi, il m'interroge sur le fait de qu'est-ce que c'est que de présenter... Par exemple, nous, dans ce qu'on fait, on peut faire par exemple des catalogues d'objets qui n'existent pas, de faire un manuel d'une voiture autonome et puis de le présenter je sais pas, avec le logo d'une entreprise. Et donc de jouer en fait sur ce fil ténu qu'il y a entre montrer une réalité potentielle technique et puis le fait que c'est une fiction. Et du coup, comme dans les logiques de... Il y a les canulars, il y a les mensonges, il y a les fausses représentations. Où est-ce qu'on se positionne en fait? Et c'est ça qui interroge quand on parle de design spéculatif ou de design fiction, c'est de savoir si... est-ce qu'il y a une éthique là derrière en fait, finalement, de présenter des choses qui sont présentées comme vraies mais qui ne sont pas totalement. Et alors, du coup, ça amène à réfléchir sur... la manière si on veut créer du débat pour discuter de ces représentations possibles, comment est-ce qu'on les présente? Est-ce qu'on fait croire que, voilà, c'est ça le futur, ou est-ce qu'on fournit des détails, justement, ou des informations qui montrent qu'il y a une... non, ce n'est pas la vérité. Et c'est arrivé avec avec un de nos clients qui en travaille, qui est la ville de Lyon, où je me rappelle, on avait fait des coupures de presse fictives en disant qu'il y avait un laboratoire à Lyon, biotech, monté par un chercheur danois, je ne sais pas trop quoi. Et puis je me retrouve dans une conférence 2 jours après où il y a quelqu'un qui a mentionné ça en disant mais c'est génial, j'ai vu dans la presse qu'il y a ce truc qui arrivait, mais il n'a pas vu que c'était faux. Il y avait un bandeau marqué fiction, en gros, et la personne était tombée dans le panneau, entre guillemets, et du coup, ça m'a interrogé. Je me suis dit, non, c'est pas la réaction qu'il devrait avoir, ou alors ça a trop bien marché, mais il faut pas que ça arrive, parce que c'est justement le fait que ce soit vraisemblable, mais que ça apparaisse quand même comme fiction, qui suscite le débat, et pas de laisser croire et de tromper les autres. Hein. Et là, dans le cas de l'exemple que tu cites, c'est quand même problématique que des gens qui veulent présenter la vérité disent que non, c'est juste une vision alternative de ce que l'autre camp propose. Alors, ça montre qu'il y a donc une éthique à avoir, en tout cas dans ce qu'on disait tout à l'heure dans la discussion par rapport à la question de discussion sur les futurs préférables, il faut pouvoir présenter, faut être tenu accountable, comme on dit en anglais, de pouvoir rendre des comptes et se dire non. Là, cette fiction, ce scénario, c'est une fiction, c'est un scénario. Et donc, il apparaît vraisemblable, mais vous voyez bien qu'il y a des limites, des écueils, des choses qui montrent que ça n'a pas lieu. Mais si ça pouvait avoir lieu, qu'est-ce que vous en penseriez? Alors, ça amène à la question suivante qui m'intéresse beaucoup, c'est que le designer en tant que figure se retrouve souvent dans une tension entre la posture de l'auteur, celui à qui on fait appel pour formuler une vision, la mettre en forme, et le travail de la maïotique,
pour lequel il peut être intéressant aussi d'intervenir, et qu'on popularise aujourd'hui un peu dans les méthodes du design thinking, où le design n'en est pas tant là pour porter une vision que mettre en place un processus de maïotique qui va faire émerger quelque chose et d'un collectif. Et dans la design fiction, finalement, cette tension est assez mal articulée parce que les travaux de Dune et Rabi, à mon sens, jusqu'à très récemment, relevaient plus d'un travail d'auteur critique et qui proposait un seul scénario alternatif, donc qui était beaucoup plus proche d'un discours, de sophisme, que de l'articulation d'un objet intermédiaire pour créer le débat. Avec, alors, dès lors, au moins plus d'un scénario, sinon il n'y a pas de débat, en fait. Et je trouve que dans les exemples que tu as donnés, peut-être tu aurais pu illustrer, si ça existe, et Dune et Rabi ont commencé à le faire récemment en montrant 4 scénarios alternatifs, quelque chose qui relève de l'animation du débat, plus que d'une vision qui, à elle seule, méritait de provoquer, mais finalement n'allait nulle part au-delà de la provocation. Ça renvoie un peu à ce qu'on disait dans la discussion, de la question de Max, sur le futur préférable. Quelle est la voix, en fait, qui exprime ces futurs préférables, quoi? Est-ce que c'est des gens dans un coin, dans leur tour d'ivoire, entre guillemets, ou est-ce que c'est quelque chose qui relève soit d'une maïotique, soit d'une collaboration, d'une participation? C'est pas toujours le cas des projets, évidemment. Nous, dans un des projets qu'on avait fait à Détroit, donc on avait fait un atelier avec artistes, designers, ingénieurs, écrivains de science-fiction, où on allait dans Détroit recueillir toutes sortes d'observables, et se les réapproprier en les comparant aux objets qu'il y avait dans un musée là-bas. L'idée était justement de bénéficier, en fait, de toute cette variété, et puis de faire ensuite un catalogue d'objets fictifs en ayant des objets qui sont plus ou moins, on va dire, atroces, dystopiques, utopiques, et qui essaient de refléter cette... autant que faire se peut, une forme de pluralité des représentations. Et c'est assez intéressant parce que ce débat-là, il a déjà eu lieu. Enfin, on le voit dans les débats qui concernent les scénarios prospectifs. Par exemple, vous prenez des rapports à l'époque du commissariat au plan ou des rapports de prospective sur, je sais pas, le futur du travail, ou dernièrement, c'était quoi? Il y a le rapport Pisani-Ferry. Et c'est assez fascinant de voir qu'il y a un scénario qui est proposé, alors que tout l'enjeu, justement, de la prospective consiste en fait à montrer une multiplicité de scénarios, parce qu'en fait on n'en sait rien, personne ne peut prédire le futur, et donc il faut avoir un ensemble de scénarios qui permettent de produire la discussion, de montrer la diversité de ces possibles, et de savoir comment réagir dans chacune de ces propositions. Donc là, dans ce qu'on discute, il y a plusieurs points en fait, qui ressortent intéressants d'une forme d'éthique du design spéculatif, des formes de participation, une pluralité des visions qui soient, et des scénarios qui soient représentés, un lien en fait avec pas juste des Occidentaux qui imaginent les choses dans leur coin, mais d'autres formes de culture, etc. etc. Je me présente, je m'appelle Marc, moi je suis plutôt dans l'informatique à la base. Je voulais revenir sur le côté inéductable en fait, de certaines propositions du futur. En fait, pour moi, la question n'est pas forcément de est-ce que certaines choses sont inéductables ou pas, mais de la réalisation qu'elles vont prendre. Je vais prendre deux exemples. La question pour moi n'était pas est-ce que l'homme un jour aurait fait des OGM. La question était naturelle, qu'on allait venir vers de modifications des plantes ou des animaux. Quand on regarde l'histoire sur une longue période, on voit qu'il y a eu la révolution de la domestication des animaux, il y a eu la révolution de l'agriculture, qui sont toutes les deux des révolutions profondément violentes dans leur réalisation et dans les enjeux, dans les conséquences qu'elles ont eues. Et ces deux révolutions sont nées du besoin de l'homme de maîtriser complètement son approvisionnement en nourriture. Donc l'étape supérieure, c'était entre guillemets, de modifier au plus près les choses qui allaient lui apporter sa nourriture. Donc à partir du moment où on avait domestiqué, on avait fait de l'agriculture, il fallait, de la même façon qu'il avait la sélection chaque année avec la ressemence des meilleures cultures, on allait essayer de pousser ça avec la technologie qui était à disposition. Et quand on regarde la technologie, on savait qu'on allait faire. Pour moi, la vraie question au niveau de ce process, c'était pas est-ce que ça allait arriver, mais qui allait saisir l'opportunité
de mettre ça et de proposer ça au monde. On s'est retrouvé dans un monde où c'est Monsanto qui, majoritairement, a proposé des OGM sur le monde. Deuxième exemple, on a identifié depuis très longtemps le besoin de mobilité de l'homme. On a d'abord, avec le cheval, on a eu envie de se déplacer vite, indépendamment. Là, j'ai vu la petite page du fonds d'investissement qui disait on attendait les jetpacks et en fait, on a eu Twitter en 140 caractères. J'ai un t-shirt qui reprend exactement ça, je l'ai sur moi, c'est assez rigolo. En fait, la question du jetpack est précisément aussi mal formulée parce que c'est pas la question du jetpack qu'on voulait, c'était des moyens de transport autonomes rapides. En fait, les moyens de transport, il faut d'abord avoir un moyen de transport entre guillemets intelligent, et ça va nous revenir à pour avoir un moyen de transport intelligent, autonome, etc. Il faut d'abord avoir de l'informatique. Et il faut aussi que cette informatique communique, et il faut aussi un moyen de stocker l'énergie pour tout ça. Donc il aurait fallu l'avancer sur, entre guillemets, pour le point où on en est avec les voitures électriques, Tesla, etc. Il aurait fallu l'avancer des batteries ion, lithium-ion dans les fin des années 80, début des années 90, notamment poussé par Sony. Il aurait fallu qu'il y ait le développement d'Internet pour qu'on ait un réseau de communication pour les données de transmission. Il aura fallu aussi... qu'est-ce qu'il aura fallu un moyen de communication avec la voiture, donc au niveau des avancées de tout ce qui est reconnaissance vocale et ou même à l'interface, parce qu'il aurait fallu donc tout ce qui est iPhone. La question était, on voulait des jetpacks, en fait on va avoir des mini-robots autonomes qui vont nous permettre de nous transporter, et ça va se produire, mais c'est pas de la façon dont on le voulait. Donc ma question est double, c'est pourquoi on n'arrive pas à poser la question plus simplement sur quel est le vrai enjeu de chaque futur que l'on voit. Et deuxièmement, dans le cas par exemple des OGM, qui pose une vraie question, qui est une entreprise privée qui a son propre bénéfice, c'est-à-dire dans le cas de Monsanto, elle voulait vendre des semences et elle voulait vendre des engrais et des pesticides qui allaient avec. Est-ce que parmi ces questions-là, on ne pourrait pas, pour certaines questions très très particulières, restreindre, dire voilà, cette problématique est très importante pour le monde, on va essayer de la réfléchir entre nous et on va restreindre le nombre d'acteurs qui peuvent répondre à cette question, parce que si c'est un acteur qui est issu avec tel intérêt, ça pourrait créer des problèmes dans le futur. Voilà. C'est très confus, je suis désolé, mais... Non, pour moi, la réponse à la première question, elle est dans la deuxième question. C'est le fait que... on a du mal à formuler ces questions simplement, parce qu'il y a des points de vue et un ensemble de valeurs ou d'attentes différentes entre moi, ce que j'ai envie de manger, ce que les gens de Monsanto voudraient manger, ou je sais pas, un fermier en Amérique du Sud, ou même en France. Il y a des points de vue certainement différents, et la question des futurs préférables qu'on a évoqué tout à l'heure amène justement à des tensions de ce genre. Si historiquement il n'y a pas d'inéluctabilité, mais il y a un ensemble de technologies qui commencent à paver le chemin pour les suivantes, on voit quand même que les choses peuvent continuer, parce qu'il y a un ensemble, on baigne dans un ensemble de valeurs, d'attentes, particulièrement dans un système capitaliste qui ne veut pas remettre en question certaines choses. Il y a eu des époques où on remettait en question certains progrès techniques. L'utilisation de la roue chez les Mayas, c'était pas possible, quoi. Et ça, on peut le revoir à d'autres époques, parce que c'est une construction, en fait, ces solutions. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller plus vite? Peut-être, si on faisait un débat sur la notion de vitesse, on pourrait en arriver, je ne dis pas ça moi, mais on pourrait en arriver à la conclusion que ça ne sert à rien d'aller plus vite en tant que société, et qu'on a un espèce de Dieu qui nous indique qu'il ne faut pas aller plus vite, donc il faut arrêter d'avoir des voitures. Ce n'est pas ce qui se passe, mais c'est des décisions qu'on prend aussi par rapport à un ensemble de croyances, de valeurs qui sont construites et qui évoluent au fil du temps, et qu'on ne partage pas tous forcément, entre celles du board de Monsanto et celles nous dans cette pièce. Il y a certainement des décalages. Du coup, c'est compliqué d'arriver à formuler des questions qui conviennent, entre guillemets, à toutes ces parties-là.
peut-être aussi parce que le passé nous a appris que celui qui avait un avantage technologique sur les autres, même s'il voulait à la base ne pas s'en servir, allait gagner in fine sur le long terme. C'est triste de dire ça, mais c'est les civilisations qui avaient eu un avantage technologique à la base et qui ont réussi à en trouver un, qui ont mieux réussi et qui ont imposé leur point de vue sur le reste. Et inconsciemment, on a toujours ça. Mais c'est pas juste parce qu'elle est technique. Enfin, la civilisation occidentale avait aussi d'autres, sans rentrer dans des enjeux anthropologiques ou historiques. Enfin, c'est le fait de pouvoir prêter de l'argent avec des taux d'intérêt et puis de maximiser les profits, les mettre de côté et puis les transmettre de certaines manières avec des moyens légaux a permis de développer aussi des industries, des objets techniques que d'autres n'ont pas pu. Donc c'est pas juste de la technique, quoi. C'est toutes sortes d'enjeux culturels, sociaux qui sont mélangés avec la technique qui amènent à ces choses-là. Et on ne peut pas sortir de ça, en fait. On ne peut pas sortir de ces enjeux de valeur qu'on a autour de nous et ou de relations au monde qui peuvent créer le chemin qui est, entre guillemets, inéluctable, mais qui ne l'est pas forcément si on remet en cause certains choix. Ce qui est forcément compliqué, parce que ces choix nous amènent à un certain niveau de confort dans le monde occidental. Dernière question pour Nicolas. C'est juste pour rebondir sur ce que vous disiez. Au cœur, en fait, de tous ces débats, il y a la question du changement. Alors, dans votre pratique et dans votre recherche, les deux se nourrissant l'une de l'autre, est-ce qu'il y a des éléments qui suscitent le changement plus que d'autres? Est-ce que, par exemple, le design, ça joue? Oui, ça joue ou pas? Est-ce que dans les rencontres avec les acteurs qui décident, notamment les politiques publiques, Ville du Grand Lyon, ils font un travail assez admirable d'ailleurs pour ce qui est du changement écologique, mobilité, etc. Qu'est-ce qui fait quand vous avez un interlocuteur a priori hostile à ce changement? Qu'est-ce qui fait que ça peut changer ou pas? Ou est-ce que de toute façon c'est mort? Non, je ne pense pas que ce soit mort. Déjà, il faut se dire que le changement, ce n'est pas quelque chose qui a lieu en un claquement de doigts. Il faut une certaine étendue temporelle et puis parfois même des échecs pour se rendre compte de certains enjeux, de certaines possibilités. Après, pour moi, la question de ce qui marche, ça ne se joue pas au niveau de ce que c'est le design, ce que c'était l'ingrédient ou pas. Ça revient à des choses humaines, de prendre le temps d'observer, de qualifier les problèmes, de prendre le temps de comprendre la situation telle qu'elle est, et ce que je disais au tout début, quoi, de voir qu'est-ce qui a déjà été mis en place, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour quelles raisons, quels sont les critères de ça a fonctionné, ça a échoué. Donc c'est une forme de... Si je dis prendre le temps c'est que c'est vraiment important d'avoir des personnes qui peuvent et qui valorisent en fait le questionnement en écoutant d'autres points de vue. Et c'est quasiment un enjeu plus organisationnel et humain que tout le reste en fait. Et ça, pour des raisons évidemment très pragmatiques et tangibles, toutes les organisations n'ont pas le temps, ni les moyens, ni l'envie d'opérer de cette manière-là. Et puis après, suivant les critères justement de changement, enfin, tu citais le fonds d'investissement qui, sans vergogne, investissait dans qui marchait très bien. Voilà, peut-être on n'a pas besoin de ça pour être milliardaire, mais après c'est une question d'éthique et de ce qu'on a envie de faire dans le monde. Moi, je suis plus sur la question justement de trouver en fait les acteurs avec qui justement travailler sur ces questionnements-là dans un temps qui est forcément un peu plus long que celui de quelles sont les 5 solutions pour après votre conférence, quoi. Parce que je connais ce genre de choses aussi, quoi. Est-ce qu'on pourrait faire ça en 2 heures et là il y a un... Ouais, ça c'est le premier point sur lequel travailler, quoi, de mettre un frein sur ce sentiment d'accélération et que peut-être le court-termisme est nécessaire pour l'organisation en question à très court terme parce qu'il y a certains impératifs, mais à long terme ça va certainement être un problème. Donc comment faire comprendre, ça c'est l'enjeu et pour lequel j'ai pas de réponse, mais comment faire comprendre l'importance en fait, de prendre un peu de temps pour discuter des sujets dont on a parlé ici par rapport à des problématiques et un contexte très concret, pas juste de manière abstraite.
Eleonore, tu as une question? Ça va être la dernière question, donc pas de pression. Alors, c'est deux questions qui sont complémentaires. La première, c'est de quel problème est-ce que vous partez quand vous émettez des scénarios fictifs? Et la deuxième, c'est à quel moment est-ce que la technologie ou l'imaginaire prend le dessus sur le problème initial? Alors, déjà, il faut dire que dans parfois la demande du commanditaire, elle peut être purement technologique. Et le rôle, c'est de faire un pas de côté. Si c'est pour travailler sur, je sais pas, le futur des véhicules autonomes dans la ville, bah, c'est faire un pas de côté et dire non mais attendez, là on parle d'abord de mobilité personnelle et collective, et donc on ne met pas la technique tout de suite, quoi. C'est le premier point. Après, elle peut évidemment revenir très vite, parce que globalement, dans les solutions mises en place pour les problèmes de mobilité, même s'il y a des choses fascinantes de l'ordre organisationnel, les pédibus par exemple, c'est globalement plutôt d'ordre d'objet technique que c'est en place. C'est mis en place. Donc voilà, il y a déjà ce premier pas de côté. Après, les types de questions, ils varient. Enfin, tout dépend un peu de ceux qui viennent frapper à notre porte. Ça peut être des choses. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail de tous les projets, mais on a eu par exemple un sujet très étrange qui était le musée du football à Manchester, avec une organisation qui faisait une expo sur les visualisations de données, qui voulait travailler sur les nouvelles formes de médiation dans le sport avec les données. Et qui se disait, mais le journalisme sportif, la communication dans le monde du sport va changer avec les capteurs, avec les données. Et donc là, il n'y avait pas une recherche de solution, c'est plutôt créons une espèce de scénario. Ça, c'est mon collègue Fabien Girardin qui a travaillé là-dessus, qui a fait une espèce de supplément au Manchester Evening, un petit journal de 2018 dans lequel on voit justement comment la data visualisation est utilisée dans le champ du sport, et qui la demande était explicitement liée à un enjeu technique, mais il n'y avait pas forcément un problème, c'était de créer une forme de se représenter ce que ça pourrait être, et puis ensuite c'est distribué à 100 000 exemplaires, donc les gens lisent les journaux et puis peuvent en parler. Dans d'autres cas, ça peut être des problématiques beaucoup plus, larges. Par exemple, quand tu parlais de projet qu'on a fait avec Ikea, c'était finalement qu'est-ce que c'est que la sphère domestique demain, qu'est-ce que c'est que le domicile, qu'est-ce qui s'y passe? Alors, évidemment, comme c'est Ikea, il y a des objets, donc on a utilisé le catalogue Ikea comme espèce de langage, en fait, et de représentation des formes, mais il n'y avait pas vraiment de question autre que qu'est-ce que c'est que de vivre dans un appart ou dans une maison demain. Donc c'est deux exemples très très différents. Un troisième exemple, c'était sur la voiture autonome, et là c'était vraiment qu'est-ce que c'est que l'expérience de vivre avec une voiture autonome? Donc là, c'est explicitement technique, technologique, et c'était de qualifier plus du point de vue de l'expérience utilisateur ce que ça peut être. Nous, on est souvent sollicité sur des questions liées aux technologies et au numérique, parce que c'est le domaine dans lequel on travaille. Et je ne pense pas qu'on puisse s'improviser sur tous les domaines. On avait été sollicité l'année dernière sur les questions de l'alimentation du futur par un client potentiel. Moi, je trouve ça passionnant, je travaillerai bien là-dessus, mais je ne peux pas... Par rapport à la première question qu'Alexandre posait sur comment rentrer dans le projet, donc je parlais d'humilité, de bien connaître le domaine, de connaître les initiatives. Je ne peux pas m'improviser sur des sujets que je peux m'improviser sur des sujets que je ne connais pas, donc ça amène à prendre plutôt les choses liées aux technologies. Maintenant, ça pourrait être sur toutes sortes de choses, je pense. Et ce sera même passionnant, quoi. Merci beaucoup, Nicolas, pour tout. Nous avoir donné ces clés de lecture sur ton travail et tes sujets de recherche. C'était passionnant. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Je pense qu'on va peut-être avoir un petit moment d'échange rapide juste en sortant de la salle, mais on va devoir arrêter là. La prochaine rencontre publique, en tout cas du séminaire Post-Digital, ce sera le 20 février. Et on aura l'honneur d'inviter Daniel Cohen pour discuter là encore du futur, mais dans le champ de l'économie. Et en particulier d'interroger tous les fantasmes autour du post-capitalisme qui existent aujourd'hui, d'accélération technologique et de leurs conséquences sur un certain nombre d'indicateurs économiques dans les dizaines d'années à venir. Voilà. Donc ce sera le 20 février dans cette même salle. Et voilà. Merci encore Nicolas, à très vite. Merci.